Salut, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi. Ça me fait plaisir de vous retrouver, il est 14h30, on est le 30 janvier 2018, on est mardi et cet après-midi c'est la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale qu'on va commenter ensemble et en direct. Je dis j'espère que vous allez bien que moi, mieux que moi parce que pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que j'ai des problèmes de dents en ce moment, je m'en suis fait dévitaliser une hier. Et ma foi, alhamdoulilah, tout se passe bien, j'ai pas mal. Salut Sylvain en régie. Bonjour Jean, à la salle de stream. Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va. Ça va, regarde, j'ai Et- mon pain de bouche juste à côté de moi. Est-ce que tu croques la vie à pleines dents? Oh putain, la bonne blague. Eh. La bonne blague. Non, entre autres problèmes perso, j'ai des problèmes de dentition qui me ralentissent quand même pas mal l'activité en ce moment. J'ai été pas mal cloué au lit ces derniers temps et ça continue encore. Mais voilà, l'important c'est qu'on soit là pour cette émission. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Bismillah Jean Massier, salut Perceval, Perceval qui est un apprenti arracheur de dents, hein, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas. On l'a rencontré Perceval notamment au dernier Apéropolis à Dijon. Donc voilà, j'ai une dent contre les dentistes, mais ça. Enfin, ceci étant, depuis hier, ça va beaucoup mieux, vu que j'ai beaucoup moins mal aux dents. Et ça, c'est cool. Salut Nathanaël, salut Titan, salut Gultix, salut Tché, salut Perceval, du coup, salut Fandame, salut Alio, salut Arcturus, salut Théo, salut Max Lamnas, salut Tibbs, salut Vinsoumi, salut Le Gros Gag, salut Exodes, salut BCLA, salut J-Marc, salut Simon, salut Kobarou, salut la belle chaîne. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je trouve ça très drôle que le dernier sub, ce soit Jean Massier. Le vrai, Le l'unique. vrai, parce que du coup j'ai sub, mais en plus j'ai sub au début du week-end. Genre samedi matin, on faisait des tests et tout sur la chaîne pour vérifier comment fonctionnaient les subs machin. Du coup j'ai sub avec mon compte perso, du coup Jean Massier. Et du coup, tout à l'heure en ouvrant le stream avec Sylvain, on s'est rendu compte que personne s'est abonné depuis samedi dernier. Du coup le Parce dernier qu'il n'y a sub. pas eu de stream. Parce qu'il n'y avait pas eu de stream. Non mais c'est Évidemment. normal. Il y a que moi pour m'abonner au milieu du week-end alors qu'il n'y a pas de stream, tu vois. Et donc voilà. Donc je trouve ça très drôle. Salut Pouzou. Salut à tous. Et par contre, on a un beat Hugo Décrypte qui vient de s'abonner Non, si c'est un c'est sub. pas ironique. Voilà, Hugo, donc le nouvel abonné d'Acropolis qui vient juste après Jean Massier, je trouve ça très drôle. Salut Hugo, gros bisous à toi. J'espère que tu vas bien, merci pour ton abonnement et ton soutien à Acropolis, ça fait super plaisir. Embrasse l'Afrique du Sud pour nous. Et embrasse l'Afrique du Sud, oui, je crois que tu es en Afrique du Sud et profites-en bien. Voilà. D'ailleurs, il reste combien de subs avant d'avoir les prochaines emotes? Je crois 3 ou 4. 3 ou 4 subs? Parce que vous savez que le fait d'être sub, en plus de vous rajouter un petit logo à côté de votre pseudo dans le chat, vous donne la possibilité d'utiliser les emotes personnalisés d'Acropolis sur le chat d'Acropolis et sur les autres chats de Twitch. Et le nombre d'emotes qu'on peut personnaliser dépend du nombre d'abonnés qu'on a. Et donc on passe des paliers et à chaque palier on a de nouvelles emotes. Et donc le prochain palier est dans 3 ou 4 subs. Donc qui sait, peut-être que d'ici la fin de cette émission, on sera passé au palier supplémentaire. Des émotes qui ont été réalisées avec merveille par le bon Théo. Ouais, Théo et son talent graphique qui nous accompagne depuis belle lurette et on le remerciera jamais suffisamment, qui a réalisé ces emotes et on l'en remercie et c'est cool. Notamment cette emote rend l'argent. Voilà. Quel est le mieux pour vous, le sub Twitch ou le sub Tipeee? Il n'y a pas vraiment de mieux pour nous. C'est important, c'est que ça vous corresponde à vous et à votre C'est ça. envie. L'important pour nous étant que ce soit le plus important pour nous, c'est que ce soit pérenne et lisible, comme je vous l'avais déjà dit la semaine dernière. Mais bref. Et on fait comment pour s'abonner? Oh, je crois que tu peux cliquer sur le bouton s'abonner. À mon avis, c'est un bon début. Non, mais tu regardes autour de la fenêtre là sur Twitch. Il doit être à peu près par là. À peu près quelque part par là. Tu verras un bouton s'abonner, tu cliques dessus et tu choisis quel type d'abonnement tu veux. Et voilà. En tout cas, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. On a la séance de questions au gouvernement qui va commencer d'ici 25 minutes. Pas mal de sujets dans l'actualité. Voilà. Pas mal de sujets, on va en parler. Sur portable, sur portable, je sais pas comment tu fais. Ça, Nathanaël, je peux pas te répondre. Comment sur un téléphone portable tu peux t'abonner? Je suppose que pareil, il y a un bouton abonnement. Voilà. Écoutez, laissez la régie investiguer. Art de voir l'emote projet être spammé sur le chat de MV. Mais il y a quelqu'un qui nous a tweeté comme quoi il spammait l'icône de Jean-Luc Mélenchon sur le chat de Gaming. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Je trouvais ça drôle. Salut à Lordis, salut Fritasaka. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette émission qui va commencer incessamment sous peu.
Coucou, est-ce qu'on a des nouvelles, des retours des autres émissions? Malheureusement non, pas de nouvelles à vous annoncer pour l'instant. Acropolis est actuellement dans une phase de transition. Ça prend du temps, mais c'est pas grave que ça prenne du temps. L'important c'est que ça se passe bien. Donc on espère tous que vous retrouverez vos émissions préférées le plus rapidement possible. Mais pour ça il faut qu'on réorganise un petit peu en interne Acropolis. Et ça demande du temps. Donc voilà. Mais rassurez-vous, c'est un projet qui suit son cours, on est accompagné, etc. Nous y travaillons. Nous y travaillons et voilà. Et tout ce qu'on fait, on le fait pour vous. Et c'est vous qui nous donnez de l'énergie et c'est ça qui est cool. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez vos émissions préférées. Et ça c'est cool. Il est plus là le bot? Bah si, non? Normalement, si. 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 Je hais ce monde. Fanny a des problèmes de navigation avec ses navigateurs. De type navigable. De type navigable. Navré Fanny. Est-ce qu'on peut penser à saluer les gens sur YouTube? Salut les gens sur YouTube. Et donc, Je rappelle que ce stream va devenir exclusivement un stream Twitch dans quelques minutes. Donc si vous êtes sur YouTube à l'heure actuelle, je vous invite à venir sur Twitch. D'autant que maintenant vous pouvez régler la qualité de la diffusion sur la fenêtre Twitch. Donc si jamais vous avez une basse connexion par chez vous, j'en suis navré. Mais normalement vous pouvez suivre quand même le stream en mettant une basse définition. et vous pouvez envoyer un message à votre direction des systèmes informatiques si vous n'avez pas le droit d'accéder à Twitch encore. Oui c'est vrai, il y a encore des gens qui Il y a font des des gens restrictions, putain. Encore des boss comme ça. Alors après investigation, il y a le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la fenêtre de vidéo. Quand on appuie sur la vidéo sur smartphone, il y a le bouton s'abonner, tout simplement. Alors, vous pourriez streamer des talk shows politiques qui passent à la télé, histoire de débattre un peu, ça pourrait être bien. Oui, c'est un truc qu'on aimerait bien faire et figure-toi qu'on a eu des débuts de discussion à ce sujet avec des chaînes de télévision qui seraient elles aussi peut-être intéressées pour qu'on fasse des trucs en commun et tout, donc effectivement un truc à explorer dans ce sens-là. Je bosse dans une asso d'études pop et la dernière fois on a eu un atelier sur y a-t-il de la place pour la jeunesse en politique. Je voulais savoir si tu as un rapide truc à dire. Ouh là là, c'est quoi ton asso d'études pop? Mais ça, on a déjà fait des émissions sur ce sujet-là, notamment dans le cadre de l'heure d'école avec la Ligue de l'enseignement. Je vais pas revenir dessus, mais on avait fait même une émission entière sur le salon de l'éducation à ce sujet-là. Donc n'hésite pas à y aller. Je vous suis en mute, ça vous dérange pas? Moi si. Pourquoi tu nous suis en mute, Fanny? Ça t'intéresse de voir mes lèvres bouger Donc voilà. C'est une expérience. Si à l'usage le partenariat Twitch fait baisser le DIMAT, est-ce que vous envisageriez de revenir dessus? Alors le DIMAT, je pense que tu fais référence à l'audimat, ou plutôt à l'audience. Est-ce que vous envisagez de revenir dessus? Putain, t'es en train de nous poser des questions, j'en sais rien. J'en sais rien avec des si. Rien n'est définitif, mais c'est pas qu'une question d'audimat. J'ai pas qu'une question d'audimat, non. Non. Mais il y a peu de chances que ça fasse baisser l'audimat parce que Twitch est en train de monter en puissance considérablement. De plus en plus de youtubeurs se mettent sur Twitch et c'est pas pour rien. Et donc voilà. Et l'important pour nous c'est... J'allais dire l'important pour nous c'est pas la quantité, c'est la qualité évidemment. Mais c'est vrai que la quantité est importante aussi. Voilà. Salut sa sainteté et le Saint-Esprit, comment allez-vous? Salut Xan, ça va bien et toi? Voilà. Est-ce qu'il y a une place pour les jeunesses en politique? Oh, il doit y avoir une petite place quelque part. Elle est sur Acropolis. Ah oui, mais Acropolis c'est pas de la télé, alors pourquoi streamer une émission de télé? Mais justement Théo, parce que tu nous connais, on va pas streamer une émission de télé, on est plus malin que ça. On pourrait imaginer des formats où Acropolis rediffuse une émission de télévision en direct tout en la commentant, en la rendant interactive. Enfin, tu vois, il y a des trucs intéressants à trouver avec la télé. Mais je suis d'accord avec toi, Acropolis ne fait pas de TV et n'a pas intention d'en faire. Donc non, on ne fera pas d'émission de télé non interactive, classique, truc où il faut mettre des chemises, des costumes, des cravates et tout. Non, ça c'est pas pour nous ça. Donc voilà. Une question choupa par rapport à la croissance de 9% en 2017 probablement. Alors ça on va y venir tout de suite. Je regarde. Si le passage à Twitch tue des pingouins, est-ce que vous pensez revenir sur YouTube? Ah oui. Ah oui, non, faut Respect pour les pingouins. Ah ouais, respect pour les pingouins. Je suis pingouin. Donc voilà, zéro question à Blanquer et Vidal, le bac machin. Allez, il est 14h40, dans maintenant 20 minutes va commencer la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Donc maintenant il faut qu'on discute, si vous le voulez bien, des sujets qu'on va peut-être voir émerger cet après-midi dans l'hémicycle. Je rappelle l'exercice, 15 députés issus de tous les bancs de l'hémicycle et des différents groupes politiques de l'Assemblée nationale vont se succéder au micro pour poser une question chacun au gouvernement, donc soit au Premier ministre, soit directement à l'un des ministres concernés par le sujet de sa question. Le but des questions étant de demander au gouvernement
gouvernement, quelle est soit son action, soit son bilan, soit ses réflexions, soit ses projets de réforme dans tel ou tel domaine, sachant qu'il faut que ce soit des domaines en lien avec l'actualité, c'est le principe des questions d'actualité. Voilà. Donc, le but du jeu maintenant, ça va être d'essayer de deviner ensemble, enfin de deviner, d'essayer de voir quels sont les sujets d'actualité qui vous intéressent à vous. Si vous étiez député, quelle est la question que vous voudriez poser au gouvernement, sur quel sujet, etc. Sachant que dans l'actualité, il s'est quand même passé 2-3 petits trucs ces derniers jours qui, à mon avis, devraient apparaître. Il y a notamment un conflit social dans les EHPAD. EHPAD est un mot que vous allez peut-être beaucoup entendre cet après-midi. Ça veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Bref, ça veut dire maison de retraite. C'est la manière administrativo-politique de parler des maisons de retraite. C'est une maison de retraite semi-médicalisée quand même. C'est pas des simples maisons de retraite. Tu as raison, c'est pas des simples maisons de retraite parce que les personnes âgées sont dépendantes, donc elles ont besoin d'être accompagnées. Mais globalement, le sujet de la dépendance dépasse la simple question des EHPAD. Il y a aussi la question des aidants familiaux et tout. Bon, je rentre pas dans le détail parce que c'est un sujet politiquement important et il est politiquement important dans l'actualité puisqu'il y a actuellement, comme je le disais au tout début, un conflit social avec les personnes qui travaillent dans les EHPAD et donc le ministère de la Santé représenté par Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, qu'on va peut-être donc entendre cet après-midi. Ça, c'est un premier sujet. Il y a Tché qui nous dit une question sur le rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le logement à Jacques Mézard ou à Julien de Normandie. Oui, effectivement, la Fondation Abbé Pierre a rendu un rapport. La Fondation Abbé Pierre dénonce avec force, comme d'autres ONG, le traitement réservé par le gouvernement à l'accueil des réfugiés et des personnes les plus démunies, notamment parce que il y a des projets, enfin c'est en discussion, mais en gros il y a des projets de réguler l'hébergement des personnes les plus démunies et peut-être éventuellement de remettre en cause le principe de l'inconditionnalité de l'accueil, ce qui est une ligne rouge pour les fondations comme la Fondation Abbé Pierre et d'autres ONG, mais le gouvernement discute, etc. Bref, est en train de s'imbriquer la question de la lutte contre la grande pauvreté et la question de l'hébergement d'urgence, et la question de la régulation des flux migratoires, des réfugiés, avec toutes les questions que ça impacte derrière sur la question de la radicalisation, etc. Donc vous voyez qu'il y a un sujet en ce moment de tension qui est assez intéressant à suivre, donc peut-être effectivement qu'on va en entendre parler cet après-midi, suite à ce rapport de la formation Abbé Pierre. Perceval qui nous demande comment va Darmanin. Darmanin, tu as raison, Perceval, ça peut aussi être un sujet qu'on peut entendre cet après-midi. Darmanin, c'est Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, ministre du Budget, quoi, si vous voulez. Le ministre des Comptes Publics, qui est actuellement sous le coup d'une plainte pour viol qui a été déposée il y a quelques jours. Ça a fait la une des journaux et se pose la question de savoir si Gérald Darmanin peut se maintenir au gouvernement compte tenu du fait qu'il y a une plainte pour viol qui a été déposée contre lui. Donc il y a la question au sens, comment dire, morale, éthique qu'on peut se poser chacun de est-ce que c'est au stade de la plainte qu'il faut tout de suite qu'un ministre démissionne, est-ce qu'il faut attendre une mise en examen, etc. Donc ça pose plein de questions sur les violences faites aux femmes, sur évidemment le contexte MeToo, affaire Weinstein, etc. Enfin voilà. Mais il y a aussi une deuxième question, c'est la lecture politique qui est faite de ce truc-là, et notamment le fait que la démission de Gérald Darmanin est demandée par un certain nombre de responsables politiques, notamment des responsables politiques des Républicains, qui on va dire ne se cachent pas de s'en prendre aussi à Gérald Darmanin, parce que vous savez que Gérald Darmanin est un ancien républicain, considéré comme un républicain comme un transfuge. Il est allé chez En Marche, il est devenu ministre, il a accepté de passer dans le camp d'en face, et donc cette affaire de viol est une occasion supplémentaire, si je puis dire, pour une partie des députés les républicains de s'en prendre à leur ancien copain devenu ministre. On fait un bisou à YouTube, à qui on dit au revoir, et maintenant on est exclusivement sur Twitch, donc si vous êtes sur YouTube, venez sur twitch.tv/acropolis pour suivre la suite de ce stream. Donc voilà, est-ce que Gérald Darmanin, est-ce que la question Gérald Darmanin va venir cet après-midi dans l'hémicycle? C'est pas impossible, on l'a déjà vu par le passé. Si je me souviens bien, c'était sous le précédent quinquennat. C'était Isabelle Attard qui avait apporté dans l'hémicycle une question sur une plainte. Enfin, c'était assez impressionnant. Il y a Perceval qui vient d'offrir un sub à Drakarov. Donc un grand bienvenue à Drakarov parmi les subs d'Acropolis. Et un grand merci à Perceval de lui avoir offert ce sub. Car je rappelle que vous pouvez non seulement vous abonner à Acropolis, mais vous pouvez aussi offrir un sub à Acropolis à quelqu'un que vous aimez bien. Donc voilà.
À noter, Jean, que l'affaire a été classée, que la personne a reporté plainte. Oui, Jennifer, tu as raison, c'est une information importante à mettre dans la balance sur cette question de Gérald Darmanin. Je suis allé un petit peu vite. Donc il y a une femme qui porte plainte contre Gérald Darmanin en l'accusant de l'avoir violée. Donc se pose la question de son maintien au gouvernement. Sauf que, comme l'explique Jennifer dans le chat, et elle a bien raison, il y a cet élément important qui est que l'affaire a déjà été jugée par le passé, qu'elle avait été classée. Sans suite. Sans suite, ça ne veut pas dire que Darmanin a été innocenté ou blanchi, etc. Ça veut juste dire que le procès n'a pas eu lieu et que ça manquait d'éléments, quoi. Mais donc la plainte a été reposée. Donc vous voyez, c'est vachement intéressant hein, cette question de un ministre doit-il se maintenir ou pas. C'est une vraie question. En plus, du coup, on peut pas s'empêcher de faire des parallèles avec ce qui s'est passé par le passé. Rappelons-nous des ministres qui ont quitté le gouvernement ou qui ont été débarqués du gouvernement sur simple mise en cause dans la presse. Avant même qu'il y ait toute étape judiciaire, c'était arrivé. Cahuzac, j'avais un doute, non, il y avait une information judiciaire qui avait été ouverte contre Cahuzac, mais il y avait Bayrou. On peut pas s'empêcher de repenser à François Bayrou. François Bayrou avec l'affaire des députés du MoDem, des parlementaires, enfin des assistants parlementaires européens du MoDem, c'était au début du quinquennat, c'était l'été dernier. Donc c'est voilà. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire a été soulevé à très juste titre par le président du groupe En Marche. Pardon, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui a souligné le fait, ah bah dis donc, il y a deux poids deux mesures, les gars, quand il s'agit de Bayrou, là il dégage du gouvernement très vite, mais quand il s'agit d'une plainte pour viol, Darmanin reste au gouvernement. Donc vous voyez, ce sujet est vachement intéressant, et voilà. La réponse qui avait été apportée, c'est que Bayrou avait démissionné. Enfin, Bayrou, il y avait Sylvie Goulard, il y avait Marielle de Sarnez, il y avait Donc c'était Richard Ferrand. le MoDem, ouais, en gros. Ah, Richard Ferrand, Et il Ferrand. y avait encore une autre affaire, hein, Richard Ferrand, sur les mutuelles de Bretagne. Ouais, mais ils sont tous partis en même temps. Ils ont tous démissionné. Mais ils ont démissionné, c'est ça la différence, ils n'ont pas été débarqués. Donc, officiellement en tout cas. Donc, voilà. Elle avait attaqué Baupin. Oui, c'est ça. Attends, non, attends. Baupin, c'était une autre affaire. Et c'était Jean-Michel Baillet. Ça t'as raison, Jennifer. Jean-Michel Baillet, c'était Isabelle Attard qui avait attaqué en direct et en frontal Jean-Michel Baillet dans l'hémicycle. C'était très très impressionnant. C'est rare hein, que ça arrive comme ça. En plus, c'était même pas pendant les questions au gouvernement, c'était pendant un projet de loi. Enfin bref, excusez-moi, on est en train de parler de cette affaire Darmanin, mais c'est pas le principal parce que c'est même pas sûr qu'on en parle cet après-midi. Donc je vous propose qu'on se recentre vite fait sur l'actualité du jour. Donc j'ai dit conflit dans les EHPAD, sur les conditions de travail, les moyens, les personnels, etc. Donc ça, c'est un sujet. On va sûrement entendre cet après-midi Agnès Buzyn apporter des éléments d'information aux députés sur cette question-là. Il y a la question des inondations. Vous savez que la Seine a atteint son cru, en tout cas en Ile-de-France, son pic de crue, pardon, dimanche dernier. Il n'y a pas que la Seine hein, qui déborde, évidemment, fonte des glaces, intempéries. C'est un peu tous les ans le même bordel, mais du coup, ça peut être l'occasion pour les ministres de s'exprimer sur ce qui peut être mis en place sur l'indemnisation des victimes, sur la réponse des pouvoirs publics, etc. Donc, à garder en tête. les transports en commun. Les transports, évidemment. Le RERC qui est bloqué. Il y a Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui a annoncé, suite au rapport Mathiot sur la réforme du bac, qu'il n'y aurait plus que 4 épreuves en contrôle terminal du baccalauréat à partir de 2021. Il me semble. Je crois que c'est ça la date à peu près qui est visée. Donc, grosse perspective de réforme du lycée en général et du bac en particulier. Dans les années qui viennent, on va beaucoup en parler, mais ça commence maintenant en fait. Cette histoire commence maintenant parce que le rapport Mathiot a été remis la semaine dernière, vous vous en souvenez, vous l'avez vu en direct sur Acropolis, pendant la séance de questions gouvernement. Et là, Blanquer vient de faire les premières annonces. C'est la première fois qu'un ministre de l'Éducation nationale, depuis des décennies, annonce une réduction du nombre d'épreuves terminales au baccalauréat. Donc voilà, on commence à avancer dans ce dossier-là, qui va bien nous occuper l'esprit pendant longtemps. Donc peut-être qu'on le verra cet après-midi. La question du conflit social dans les prisons est en passe d'être terminée. Vous avez vu sur Acropolis et dans les journaux Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, aux prises avec les organisations syndicales qui représentent les gardiens de prison, les matons, les personnels pénitentiaires, appelez-les comme vous voulez. On a appris il y a quelques 48 heures, je crois, la signature d'un accord entre le syndicat majoritaire et la ministre. On se dirigerait donc probablement vers une fin du conflit social, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on se dirige vers une amélioration de la situation dans les prisons, en tout cas pas tout de suite, mais voilà, a priori, ce sujet-là, on devrait moins en entendre parler. Je continue à vous égrener un peu rapidement les sujets d'actualité qui sont susceptibles d'être abordés dans l'hémicycle. Il y a un sujet d'actualité qui peut être abordé indirectement, mais qui est intéressant, ce sont les élections partielles. Alors, je vous rappelle que les députés sont élus à l'occasion d'élections législatives qui ont lieu tout en même temps, 2 mois après l'élection du président de la République. Rappelez-vous, c'était en juin dernier, c'était En Marche qui était sorti majoritaire, etc. Je vous refais pas le tableau, vous le savez. Sauf que, il peut arriver que des députés se fassent annuler leur élection.
t'as été élu, mais ton élection a été contestée par un opposant et le tribunal, enfin en l'occurrence le Conseil constitutionnel, peut décider d'invalider ton élection. Ça a été le cas pour quelques députés, pour des raisons diverses, des raisons, ça peut être des comptes de campagne qui n'ont pas été respectés, ça peut être des pratiques contraires à la loi pendant la période de campagne, ça peut être des doutes sur la sincérité du scrutin, ça peut être plein de raisons. Et donc qu'est-ce qui se passe à partir du moment où sur 577 députés, il y a quelques députés qui se font retoquer leur élection? Et ben on réorganise pas tout le scrutin, on ne réorganise que partiellement dans les circonscriptions concernées des élections. Et donc on appelle ça des élections partielles. Et des élections partielles, et ben il y en a eu quelques-unes dimanche dernier, quelques élections au cours desquelles quelques sièges de députés ont été remis en jeu et les premiers tours ont eu lieu. C'est intéressant les élections partielles parce que c'est des élections qui ne sont pas prévues dans l'agenda classique. Vous savez que l'agenda classique, on sait quand il y a les présidentielles, on sait quand il y a les législatives. Ensuite, on a du temps avant d'avoir les élections suivantes qui en général sont des élections locales ou des élections européennes qu'on appelle les élections intermédiaires. Et c'est toujours intéressant d'avoir des élections parce que ça permet de faire une lecture politique de qu'est-ce que l'opinion pense du gouvernement. Les élections partielles, c'est particulier parce que comme on est sur un petit territoire, c'est compliqué d'en tirer des conclusions à l'échelle nationale, et en même temps c'est vachement tentant quand même. C'est vachement tentant parce que c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la main, et donc il y a quelques Français à quelques endroits qui se sont exprimés dans les urnes, et donc on essaye d'avoir une lecture. Donc voilà. Attention, 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 une élection partielle n'est jamais rien d'autre qu'une élection partielle. Donc on ne parle que de petites circonscriptions avec des situations locales spécifiques et avec un taux de participation en plus qui est très faible. Beaucoup d'abstention pendant les élections partielles, c'est malheureusement assez classique. Évidemment, il n'y a pas toute l'émulation nationale de la campagne et tout, donc il y a même des gens qui zappent carrément qu'il y a des élections. Ah bon, il y avait des élections dimanche, je savais pas, moi je croyais que j'avais voté en juin dernier, etc. Donc c'est normal, ça fait partie des trucs. Dans les deux élections partielles qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, à savoir à Belfort et dans le Val d'Oise, dans les deux cas, le candidat ou la candidate Les Républicains est arrivé en tête du premier tour. Voilà. Faites-en ce que vous voulez de cette information. Est-ce qu'on peut déjà en tirer des conclusions sur... c'est une remise en cause par les électeurs de la politique d'Emmanuel Macron, puisque je rappelle que Les Républicains est un parti d'opposition, hein, c'est pas un parti de la majorité. Donc voilà, les candidats En Marche sont arrivés en deuxième position. Donc voilà, mais non Jean, qu'est-ce qu'il y a? Mais non Jean. Attends, il y a Théo qui est en train d'écrire en majuscule, c'est que j'ai dit une connerie. Fake news. 80% d'abstention dans le Val d'Oise, putain c'est vrai que ça touche. Hein. Vas-y Théo, explique. Attends, mais si, parce que Val d'Oise, c'est une députée En Marche dont la candidature a été annulée, et c'est Les Républicains qui arrivaient en tête au premier tour. LR est en tête à Belfort et LREM est en tête dans le Val d'Oise. Ah ben on s'est trompé alors Sylvain. Je t'ai dit que j'étais pas sûr pour le Val d'Oise. Enfoiré va. Mais non, on a fait le point juste avant de commencer l'édition en disant mais alors attends, on refait le point sur les partiels. Et j'étais persuadé que c'était LR qui est arrivé en tête. Tu m'écoutes plus, et ça va être de ma faute bientôt. Donc en fait je vous ai dit une demi-vérité, et Théo a eu raison de me corriger dans le chat. La demi-vérité c'est qu'à Belfort c'est bien Les Républicains qui est arrivé en tête. Par contre dans le Val d'Oise c'est La République En Marche qui est arrivé en tête. Ok. Faut regarder sur internet, genre non mais t'inquiète pas, on a bien regardé. C'est quoi internet? Internet. C'est pas compliqué de trouver l'info. Non mais c'était pas très compliqué de la trouver, mais c'est con, c'est vraiment con, on a fait le point juste avant avec Sylvain. En disant merde attends, rappelle-moi on en était où? On a confondu vitesse et précipitation. Donc voilà, Les Républicains En Marche à Belfort. Putain, Les Républicains En Marche. Oh là là, ça commence. Et bah du coup on peut dire que Les Républicains En Marche sont arrivés en tête dans les deux élections. Ah là là. Demi-vérité, c'est un demi-mensonge. Mais voilà, c'est une vérité alternative, ouais, c'est ça. LR est arrivé en tête à Belfort et c'est En Marche qui est arrivé en tête dans le Val d'Oise. Voilà. Encore une fois, attention, on parle d'élections partielles, on parle de taux d'abstention très important. Et de premier tour. Et de premier tour. La confondu vitesse et élection. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que ce sujet-là, comment dire, ça dépend, il peut être abordé pendant les questions au gouvernement. Ça peut être une question qui est posée très directement par un député au Premier ministre, en disant Monsieur le Premier ministre, il y a eu des élections dimanche dernier, quelle lecture politique est-ce que vous en faites? Est-ce que, alors après ça dépend du député qui pose la question, mais ça peut être, c'est une remise en cause de votre... C'est une remise en cause de votre politique, c'est la preuve que ça va pas du tout, etc. Ou à l'inverse, ça peut être un député de la majorité qui dit les élections partielles montrent une situation stable, le gouvernement reste fort dans sa ligne, etc.
Effectivement, Perceval, moi je m'en arrête là pour, enfin j'en arrête là pour les élections partielles, mais t'as raison, on peut disserter sur les résultats des autres partis politiques, parce que effectivement le Parti socialiste a fait 2% sur les territoires de Belfort, donc c'est bref, c'est assez compliqué. Euh, donc ouais. Élection partielle, vérité partielle. Voilà, il est -5, je continue, est-ce qu'on a oublié des sujets d'actualité? Alors il y a le procès du logeur de Daesh Jawad Ben Daoud et de ses acolytes actuellement à Paris. Euh, Il y a peu de chances qu'il y ait une question au gouvernement sur ce sujet parce que c'est un procès qui est en cours et qu'en général on essaie d'éviter d'aborder la question des procès, même si c'est intéressant parce que Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, s'est exprimée dans la presse pour qualifier l'attitude du prévenu, en l'occurrence Jawad Ben Daoud, qu'elle a qualifié d'inacceptable, ce qui a fait réagir ses avocats. Est-ce que ça mérite une question au gouvernement? Honnêtement, laisser... laisser la police faire son travail, quoi. Laisser la justice travailler. Mais voilà. Donc gardons en tête le fait que les attentats de 2015 commencent à arriver dans les prétoires et dans les salles des tribunaux. Il y a il y a un vrai intérêt autour de ce procès, compte tenu évidemment de la charge émotionnelle très importante de ces attentats, c'est quand même pas rien. Donc c'est un peu présent dans les esprits. Une autre news qu'on a apprise et qui peut peut-être apparaître dans les questions gouvernement, c'est la croissance en Europe qui s'embellit. Donc voilà, économiquement c'est toujours un élément intéressant à garder en tête. Normalement c'est un élément qui est mis en avant par le gouvernement ou les députés de la majorité. Parce que c'est plutôt un truc, alors c'est pas à mettre au crédit de l'action du gouvernement, encore que, on peut en discuter, mais c'est toujours pratique de se prévaloir d'une bonne santé économique pour justifier des réformes, une politique, etc. Donc si vous entendez parler de la reprise, de l'embellie de l'économie, etc., c'est normal, le chiffre vient de tomber et ça va mieux sur le front de la croissance. T'as manqué un gros résumé sur le problème dentaire de Jean. Ah, il y a Raven qui vient d'arriver. Salut Raven. T'as manqué beaucoup de meublage. Ouais. Je fais le point sur mes chicots. Tout va bien. Voilà. Tac, je regarde. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire. Dans quelques minutes maintenant, on va avoir les questions d'actualité au gouvernement. Je profite des quelques minutes qui me restent pour remercier du fond du cœur les gens qui ont préparé cette émission. Un grand merci à Amy, ainsi qu'à Samuel, à Raphaël. Tous les trois, donc ce sont les trois personnes qui ont préparé cette émission. Et un grand merci à eux. Vous pensez qu'il y aura des questions sur Davos ou le bilan de la délégation française? Alors Davos, le forum de Davos, l'UBU, je pense pas qu'il y aura de questions parce que c'est moins dans l'actualité que la semaine dernière. Voilà. On a eu des questions sur le sujet, rappelle-toi, la semaine dernière. On a entendu des députés s'exprimer sur le sujet de Davos. On a entendu le gouvernement s'exprimer sur le sujet aussi. Il n'y a pas d'actualité particulière là-dessus. Après, il peut y avoir des questions indirectes sur la présence à Davos d'un chef d'une entreprise qui ferme des usines, par exemple, ça peut être un sujet. La question Lactalis, il y a une question Volkswagen aussi sur les comportements des industriels, notamment vis-à-vis de la santé. Il y a le fait que le président français y était alors que le président français n'y est pas tous les ans. Effectivement, le fait qu'Emmanuel Macron y soit allé. Alors pareil, est-ce que c'est une question à poser au gouvernement? Tu vois, le gouvernement qui va te répondre, bah écoutez, on n'est pas responsable de l'agenda du président de la République. Mais vous avez raison, à garder en tête, Davos, peut-être. Peut-être. Bon, est-ce qu'on a oublié des sujets, d'après vous? Est-ce qu'il y a un sujet qui, si vous étiez député, vous intéresserait particulier d'aborder avec le gouvernement? Est-ce qu'il y a une question que vous voudriez poser au gouvernement cet après-midi, si vous en aviez l'occasion? Il y a la grève dans les EHPAD, effectivement, comme on en a parlé au tout début. Ouais, ça c'est un sujet. À mon avis, c'est à peu près sûr qu'il va y avoir une question sur les EHPAD. Ça, c'est rarissime qu'il y ait un mouvement social d'ampleur et qu'on n'en parle pas au QAG. Donc ouais, ça c'est à peu près sûr. Il y aura sûrement une question choupie sur la croissance 2017. Peut-être. Peut-être pas. Le Brexit encore repoussé au 31-12-2020. Oui, tu as raison. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas. Mais alors pareil, tu vois, c'est pas vraiment question au gouvernement, à l'Assemblée nationale française, une question sur le Brexit.
C'est plutôt en marge d'un conseil, tu as un conseil des ministres de l'Union Européenne que tu as des questions sur le sujet. D'ailleurs, il y a même des séances complètes de QAG sur les questions européennes. C'est pas pour rien. La crise de la République démocratique du Congo. Tu as raison Nicolas, ça peut être une question posée au gouvernement. Surtout qu'Emmanuel Macron part demain après-midi en Afrique pour une tournée. Pour une tournée en Afrique ah bah du coup ouais, effectivement. Ça arrive souvent qu'on pose une question au gouvernement en lien avec un voyage du président de la République. Il commence par la Tunisie, ensuite il va au Sénégal et je n'ai pas plus d'informations. Je vous abandonne, bon après-midi. Salut Yuki, bon après-midi. C'est quelle personne qui va représenter l'État aux Jeux Olympiques? C'est bizarre comme question ça, Nathanaël. Pourquoi tu voudrais représenter l'État aux Jeux Olympiques? Il y a un comité d'organisation, il y a des délégations de sportifs. L'État, bah, c'est le président de la République. Enfin... Il est 15h. Il est 15h. Est-ce qu'on a une image? Absolument. Dans l'actualité, tu as un truc sur la cigarette électronique. Peut-être qu'il y aura une question sur la législation à ce sujet. Sur la législation à ce sujet. Oui, c'est vrai, c'est possible. Il est 15h, et ben écoutez chers amis, on va se mettre un générique dans les oreilles et on se retrouve tout de suite en direct de l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour les questions d'actualité au gouvernement. A tout de suite. J'ai même eu le temps de prendre un Doliprane en scred. Et personne n'a rien vu. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous ont rejoints. Soyez les bienvenus sur Acropolis pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale qui va bientôt commencer incessamment sous peu. Vous voyez que les députés sont en train de prendre place dans l'hémicycle pour cette traditionnelle séance de questions. On a eu un sub de Quelator. Un grand merci à toi Quelator de t'être abonné à Acropolis. Merci pour ton soutien. C'est les 20 ans du processus de Bologne bientôt. Oui, bien sûr. 20 ans du processus de Bologne. On en avait déjà parlé sur Acropolis de ça. Je crois que le porte-drapeau pour les Jeux Olympiques, c'est Martin Fourcade. Ah, le porte-drapeau. Et alors, porte-drapeau, il représente pas l'État. Et le porte-drapeau, ça dépend des éditions. En fait, c'est un sportif parmi la délégation. Oui. Martin Fourcade est bien un sportif, oui. Tout à fait. Il y a pas de... Non, mais on est d'accord, ça change à chaque édition, c'est pas lié au... Je sais pas du tout pourquoi, mais sur le moment, j'ai pensé à Thomas Pesquet. Mais rien à voir. Je pense qu'il fait du sport. Non, mais oui, c'est ça, non, c'est... Tu sais, c'est les mecs pour qui j'ai un peu d'admiration, tu vois, c'est les grands sportifs, Thomas Pesquet, des mecs qui vont dans l'espace et tout. Je sais pas pourquoi j'ai mélangé dans ma tête. Je me suis imaginé avec Thomas Pesquet en train de porter le drapeau au JO. Mais pourquoi? C'est très bizarre. Excusez-moi. Donc ouais, effectivement... Voilà, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui monte s'installer au perchoir du nom de son petit bureau. La séance est ouverte. Et c'est parti pour la séance. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et la première question est posée par Madame Valérie Rabault. Valérie Rabault, Monsieur le Président. La députée socialiste qui pose souvent des questions sur le budget. Un éleveur tarn-et-garonnais avec 75 vaches laitières travaille plus de 10 heures par jour. Et ce n'est pas le cas. Pour ce travail, il gagne à peine 400 € net par mois. D'ici quelques jours, il risque de ne plus rien gagner du tout et donc de devoir mettre la clé sous la porte et de faire face à ses créanciers. Pourquoi ? À cause de la refonte de ce qu'on appelle les zones défavorisées simples. Avoir son élevage dans une zone considérée comme défavorisée donne droit à une indemnité compensatrice de handicap naturel appelée l'ICHN. Cette ICHN, qui va de 6 000 € à 10 000 € par an, est indispensable pour la survie de l'élevage dans nos territoires. Depuis 18 mois, les organisations agricoles et les élus se battent pour maintenir l'ICHN là où elle est indispensable pour la survie de l'élevage, et nous avions obtenu des avancées. Mais le 20 décembre, et surtout vendredi dernier, l'administration du ministère de l'Agriculture a créé un séisme avec de nouvelles versions de cette carte. Si ces versions sont confirmées, Monsieur le Premier ministre, elles vont faire disparaître la moitié des élevages dans beaucoup de nos départements. Le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Deux-Sèvres, les Landes, l'Ardèche, le Béarn.
Monsieur le Premier ministre, vous devez empêcher cela. Vous devez empêcher la mort de l'élevage français. Vous devez empêcher les ronces de remplacer les vaches dans nos territoires et de se transformer en friches. Valérie Rabault, la députée socialiste, que je vous avoue, je n'attendais pas sur cette question-là, parce que Valérie Rabault, c'est une députée assez connue et assez respectée à l'Assemblée nationale. Elle est spécialisée des questions de budget et de finances. C'est un peu Charles de Courson, mais à gauche, vous voyez ce que je veux dire par rapport à ceux qui ont vu la séance de la semaine dernière. Bref, elle a fait l'école des ponts et chaussées, elle est ingénieure dans le secteur bancaire de formation. Elle a refusé d'entrer au gouvernement de Manuel Valls en 2014. On lui avait proposé de devenir chargée du commerce. Et elle a été chargée du projet économie pendant la campagne de Vincent Payon pendant la primaire socialiste en 2016-2017. Valérie Rabault qui en tout cas a posé une question sur l'élevage, notamment dans sa région du Tarn-et-Garonne, là où elle est élue. Ensemble évoqué ce sujet à maintes reprises et vous avez raison de revenir dessus parce que c'est un sujet d'importance pour nos agriculteurs et pour nos territoires. Les ZDS, vous le savez, elles avaient été définies à la fin des années 70 avec des critères socio-économiques qui aujourd'hui ne correspondent plus vraiment à grand-chose. Et donc aujourd'hui, une révision était nécessaire pour pérenniser les soutiens pertinents pour les agriculteurs de ces zones, parce qu'un rapport de la Cour des comptes en 2013 avait pointé de l'utilisation de critères quelque peu disparates. Et donc le règlement européen relatif au développement rural a rendu cette révision obligatoire des États membres d'ici à 2019. Nous avons engagé un certain nombre de réflexions avec les professionnels agricoles, avec les régions sur les différents zonages. Et le zonage envisagé à l'issue du premier cycle de travail aboutissait à une carte qui était très étendue par rapport à la carte actuelle, qui augmentait d'ailleurs considérablement à la fois les besoins en crédit FEADER, qui reste aujourd'hui une enveloppe fermée. Cette carte ne pouvait être considérée comme soutenable budgétairement et la pertinence d'un certain nombre de critères était difficilement justifiable au niveau européen. Christian Jacob, que vous voyez à l'image, président du groupe Les Républicains et agriculteur lui-même. C'est des sujets qu'il connaît bien. Au moment où Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, répond à la députée socialiste, qui n'est pas du tout contente de sa réponse. Alors évidemment c'est technique, hein, on parle de zonage des éleveurs, etc. Mais vous avez compris la question de Valérie Rabault, elle s'inquiète de l'avenir de l'élevage, compte tenu de l'évolution, des discussions en cours et de l'évolution des législations. Et Stéphane Travers, donc, qui refait l'histoire en expliquant que c'est notamment un règlement européen qui impose une renégociation de trucs qu'on avait déjà commencé à renégocier, mais ça convenait pas. Soit compatible avec son approbation en temps utile par la Commission européenne. Monsieur le ministre, le travail est en voie de finalisation. Le travail est en voie de finalisation, on est en train d'y bosser, c'est ce qu'a voulu dire Stéphane Travers sur cette question-là. Allez, on continue avec Laurent Saint-Martin. Ma question s'adresse au ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, dans quelques instants, nous allons voter un texte de loi qui pose les bases d'un État au service d'une société de confiance. Ce texte, nous l'avons longuement discuté, longuement amendé en commission, en séance publique, et effectivement, nous avons renforcé cette confiance entre les usagers et l'administration. Ainsi, à partir de demain, une entreprise pourra solliciter l'administration pour avoir un contrôle à blanc. Ah, on a une toute petite perte de flux qui est directement liée au site internet de l'Assemblée nationale, visiblement. Puisqu'on continue à avoir le bandeau qui défile. C'est bien, on n'a que l'habillage moche, hein, t'as vu, c'est génial. S'ils avaient pu nous laisser l'image et retirer l'habillage moche, ça aurait été parfait, mais là ils ont fait exactement l'inverse. Alors que Laurent Saint-Martin est en train de poser une question au gouvernement sur la loi qui va être votée cet après-midi. Il l'a dit, la discussion actuellement à l'Assemblée nationale, c'est sur la loi confiance. En fait, vous savez, c'est le fameux droit à l'erreur dans l'administration. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le processus législatif est en cours et donc c'est une question de Laurent Saint-Martin sur cette question-là. On a le retour de l'image, parfait. Il va y avoir plus de 25 décrets à publier. Il va y avoir des expérimentations qui seront à évaluer. Et il va y avoir des ordonnances qui seront à ratifier. Vous avez en face de vous des parlementaires qui auront à cœur de suivre de près la mise en application de ce texte. Et c'est le sens du Conseil de la réforme que nous avons créé dans ce texte. Aussi, Monsieur le ministre, j'aurai deux questions. Pouvez-vous nous aider de la bonne coordination entre le pouvoir exécutif, les administrations et les parlementaires? Et d'autre part, pouvez-vous nous assurer qu'il y aura bien une poursuite. Laurent Saint-Martin qui pose sa question au ministre Gérald Darmanin, comme ça tombe bien de poser cette question à Gérald Darmanin, puisque ça va permettre de détourner un petit peu l'attention sur l'affaire Darmanin. La parole est à monsieur Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, donc, qui va répondre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Laurent Saint-Martin, permettez-moi d'abord de saluer votre travail, ainsi que celui de Madame la Présidente Sophie Errante.
présidente de la commission des finances, dont Laurent Saint-Martin que vous venez d'entendre est le vice-président. Donc c'est normal que Gérald Darmanin, ministre, remercie le président et le vice-président de la commission des finances puisque c'est ensemble qu'ils ont bossé sur ce texte. Saluer l'ensemble de la représentation nationale puisque sur les 700 amendements discutés, un tiers ont été adoptés et sont ceux issus de l'opposition que je voudrais ici remercier sur tous les bancs pour le travail très important que nous avons eu en commission spéciale comme durant les 3 jours du débat national. Voilà, petite séance d'auto-félicitations, c'est assez classique, c'est normal, on est content, on a bien travaillé. Tout à l'heure, nous aurons la joie, l'honneur et le bonheur de voter tous ensemble, en tout cas de vous regarder voter ce texte. Mais vous me posez la question de l'après, le service après-vote finalement, afin d'être assuré. Beaucoup de mesures sont réglementaires, beaucoup d'engagements sont pris par le gouvernement, beaucoup de choix aussi ont été faits de le faire dans les textes, mais aussi dans les têtes. Et le Conseil de la réforme, qui reprendra l'intégralité de cette représentation nationale dans une commission spéciale qui serait auprès de moi, si vous le souhaitez bien évidemment, Monsieur le Premier ministre, suivra un par un tous les textes, les décrets, les ordonnances, les mesures, et nous aurons l'occasion de voir texte par texte que tout ce qu'a voté la représentation nationale, tout ce que les Français ont vu dans le débat présidentiel, dans le débat parlementaire, mais aussi dans cet hémicycle, sera effectivement poursuivi des faits. Alors oui, on a co-construit avant, on a beaucoup discuté pendant. Une fois que le Sénat, nous l'espérons, l'aura adopté, et j'espère une CMP conclusive, nous aurons l'occasion de suivre. CMP, c'est la commission mixte paritaire, puisque comme vous le comprenez, comme c'est ce que l'explique Gérald Darmanin, cet après-midi, après la séance de questions au gouvernement, ils vont voter en première lecture donc ce texte, qui ensuite va aller au Sénat, et ensuite il y aura une commission mixte paritaire pour négocier entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre. Gérald Darmanin, en tout cas, a l'air confiant quant à l'adoption de ce texte. La parole est maintenant à Monsieur Damien Abad. Damien Abad, le député, Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, je viens vous demander ici, au nom des Républicains, de faire de la dignité de nos personnes âgées une grande cause nationale. La situation dans la plupart des EHPAD de France, et notamment dans mon département de l'Ain, est apocalyptique et indigne de la grandeur de la France. Des cadences infernales, des résidents déshumanisés, un personnel essoré, telle est la réalité que personne ne peut ignorer. Les 35 heures ont tué l'hôpital public et la grève d'aujourd'hui est avant tout le reflet d'un mal-être sans précédent du personnel de santé. La France des EHPAD, la France des maisons de retraite et des hôpitaux de proximité est une France qui souffre. Et à travers elle, c'est la France des retraités qui souffre. Et elle souffre d'autant plus que votre politique fiscale, à travers la hausse de la CSG, diminue fortement le pouvoir d'achat des retraités au moment même où les tarifs journaliers des EHPAD augmentent. Et c'est Damien Abad, donc le député Les Républicains, qui apporte sur la scène, dans cette séance de questions au gouvernement, la question des EHPAD, la fameuse question du conflit dans les EHPAD. Il en a profité pour rappeler l'opposition des Républicains à la hausse de la CSG, qui est un impôt qui du coup va peser notamment sur le pouvoir d'achat des personnes les plus âgées. Damien Abad, effectivement, il y a écrit sans profession déclarée, ce qui est bizarre puisqu'il est maître de conférence. En tout cas, il a été par le passé maître de conférence en finances publiques à Sciences Po Paris. Voilà. Chaque jour, on ne consacre qu'un quart d'heure à nos aînés pour la toilette, l'habillement et le petit déjeuner. Alors il y a urgence. Urgence à passer du discours aux actes pour en finir avec un système médical à bout de souffle. Urgence à aller bien au-delà des 50 millions d'euros supplémentaires qui correspondront à une aide journalière de 25 centimes par personne âgée. Alors ma question est simple. À quand un véritable plan Marshall de la dépendance qui visera à sauver nos EHPAD, à conforter nos personnels de santé et à répondre à l'enjeu de la dignité. Un plan Marshall de la dépendance. Si mes souvenirs sont bons, c'était quelque chose qu'avait voulu lancer Nicolas Sarkozy à son époque. Des solidarités et de la santé. Allez, Agnès Buzyn qui va pouvoir s'exprimer sur cette question des EHPAD, on l'écoute. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Damien Abad, vous avez raison, il est très important pour notre société de réfléchir à l'avenir de nos personnes âgées dépendantes. J'ai aujourd'hui pris conscience en arrivant dans ce ministère de la difficulté de travailler dans un EHPAD et nous avons, dans le PLFSS 2018, pris la mesure des besoins en personnel en augmentant de 100 millions d'euros les budgets alloués à la charge en soins pour les personnels travaillant. Agnès Buzyn qui commence par rappeler qu'elle a augmenté de 100 millions d'euros le budget d'embauche dans les EHPAD. Nous avons deux priorités. La qualité de vie au travail des personnels travaillant dans ces établissements et évidemment la qualité de vie des résidents. Donc pour rajouter
pour améliorer la qualité de vie des personnels travaillant dans les EHPAD, nous avons mis en place une commission en septembre 2019 qui doit nous faire des recommandations quant aux carrières et à l'attractivité des carrières professionnelles dans les EHPAD. Enfin, nous avons alloué une enveloppe particulière de 50 millions d'euros dédiée à accompagner les EHPAD en difficulté. Cette enveloppe sera à la main des ARS et permettra... Les ARS sont les agences régionales de santé. Qui auront besoin de personnel supplémentaire. On sent le gouvernement sous pression, clairement. Vous avez vu les deux oppositions, Damien Abad pour les Républicains et la France Insoumise de son côté, qui font savoir bruyamment à Agnès Buzyn qu'ils trouvent que le compte n'y est pas et que le gouvernement n'agit pas suffisamment en soutien aux EHPAD. Qui est aujourd'hui à la main des départements, qui est financée par les départements, nécessite une réflexion particulière. Je vous remercie. Merci. Agnès Buzyn qui est malgré tout applaudie par sa majorité en soutien. La parole est maintenant à Madame Sarah El Haïry. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé, Madame Buzyn. De nombreux EHPAD dans notre pays sont en grève et le cri de colère est aujourd'hui un peu plus fort. Les personnels sont usés, ils sont mal rémunérés, leur travail est pourtant un des plus essentiels dans notre société. Accompagner nos aînés, nos parents, nos grands-parents dans leurs vieux jours. Les Français confient leurs aînés à ces gens dévoués qui aujourd'hui sont en colère car on ne leur donne pas les moyens de s'occuper de nos parents avec dignité et humanité. Le système de calcul des aides avec le barème des GIR pousse à augmenter la dépendance de nos aînés pour avoir plus de moyens pour fonctionner. Vous vous rendez compte, Madame la Ministre, là où un personnel soignant aimerait accompagner un ancien à la salle à manger en lui tenant le bras, ce qui lui permettrait de garder un peu plus de mobilité, eh bien en France, notre système incite à mettre cet ancien dans un fauteuil roulant et perdre ainsi en autonomie. Ceci n'est qu'un petit exemple qui montre à quel point la prévention, le maintien à une faible dépendance n'est pas encouragé dans le système actuel. Alors, une annonce de 50 millions, Madame la Ministre, ce n'est pas rien, je vous l'accorde, mais c'est un système qu'il faut revoir. Car ce n'est pas un cri de colère que je pousse aujourd'hui, c'est un cri d'alarme. Les baby-boomers d'avant-hier, les baby-boomers d'hier ne vont pas tarder à rentrer dans ces maisons de retraite. Les baby-boomers, c'est toute la génération qui est née après-guerre et qui va commencer à vieillir sérieusement et devenir dépendante. Du futur lieu de nos parents, de nos grands-parents. Sarah El Haïry, la députée de Loire-Atlantique, la députée Modem, qui pose une question assez véhémente, je trouve, pour un groupe minoritaire, certes, mais tout de même proche de la majorité, sur cette question des EHPAD. Puisque c'est ce qui le reste doit être respecté et doit compter dans les montants des aides que nous attribuons. Madame la Ministre, envisagez-vous de repenser les systèmes de calcul des GIR et des GMP qui ne donnent pas assez de temps, car c'est ce qu'on leur réclame aujourd'hui, du temps pour manger, du temps pour se déplacer, du temps pour se laver. Voilà, Sarah El Haïry, pardon, vous l'avez entendu, qui plaide clairement pour repenser le système et pas seulement rajouter des enveloppes supplémentaires. Et on réécoute Agnès Buzyn qui va peut-être pouvoir être un peu plus précise. Madame la députée El Haïry, le sujet des EHPAD est évidemment un sujet extrêmement sensible à plusieurs niveaux, car il est primordial pour nous d'adapter nos EHPAD aux évolutions de la société, notamment aux évolutions démographiques. Concernant le modèle de financement, la réforme initiée en 2017 sera maintenue. L'État accompagnera cette réforme en augmentant le volume des crédits alloués aux soins de 400 millions d'euros, 100 millions d'euros dès cette année. Je nommerai très prochainement M. Pierre Ricordeau, médiateur, afin d'expertiser les appréciations divergentes entre les services ministériels et les fédérations d'établissements sur les conditions de déploiement de cette réforme. Je souhaite que le médiateur examine la situation effective rencontrée dans quelques départements. À partir des conclusions du médiateur, je me garde la possibilité d'arbitrer sur la base de toutes les mesures qui pourront s'inscrire après débat et avec l'ensemble des partis dans le sens d'une amélioration de la simplification de la réforme et de sa lisibilité. Au total, je rappelle, rien que pour l'année 2018, près de 160 millions d'euros en plus ont été alloués aux EHPAD et des actions ciblées seront menées pour accompagner les EHPAD les plus en difficulté. J'ai demandé en parallèle aux agences régionales de santé, en lien avec... Alors oui, effectivement, Agnès Buzyn a parlé de cette enveloppe de 50 millions pour les EHPAD en grande difficulté. On parle des EHPAD qui ont des difficultés structurelles de financement. En gros, c'est une rallonge budgétaire pour ceux qui sont vraiment dans la merde, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Je rappelle que les effets de la réforme de la tarification dépendent aussi de la manière dont les départements appliquent le texte et financent les EHPAD via... Ah, intéressant.
Je reste Agnès convaincue Buzyn qui que les indirectement EHPAD dit attendez, mais tout ne restent dépend pas de l'une des moi, je ne réponses suis pas aux responsable de tout, il y a aussi les dépenses départements qui mécaniques interviennent à la là-dedans seule, puisque ce sont et que bien nous eux qui devons financent les penser EHPAD. l'avenir en faisant évoluer le modèle d'accompagnement. Est-ce qu'il y a une forme de critique en sous-main de comment est-ce que les départements gèrent la situation? Peut-être, un peu. De la part d'Agnès Buzyn qui en tout cas temporise pour l'instant et renvoie à des travaux en cours. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, lors de la dernière séance de questions au gouvernement, 2 questions ont été posées à propos de l'intervention de l'armée turque à Afrin en Syrie, qui aurait tué au 27 janvier 86 civils et aurait blessé 198. Rappelant les exactions commises par l'armée turque sur ce territoire regroupant un très grand nombre de réfugiés qui ont fui Daesh et le front Al-Nusra, mes collègues ont souhaité connaître les actions diplomatiques que la France allait mener en direction du régime turc et son opération de nettoyage ethnique contre les Kurdes sur le sol syrien, en violation complète du droit international. Ils n'y ont trouvé qu'une vague explication de la situation locale. Les députés communistes ont été choqués par l'absence de réponse claire du ministre des Affaires étrangères. Pas une once d'humanité dans la réponse du ministre. Pas un seul mot de soutien à l'égard des combattantes et combattants kurdes qui se sont battus pied à pied pour lutter contre Daesh. Pire, M. Le Drian a même expliqué dans la presse que la Turquie est impliquée à Afrin, je cite, pour sa propre sécurité. Ainsi, vous cautionnez des crimes de guerre. Que cache cette attitude? Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous condamner fermement et officiellement ce qui se passe en ce moment dans la région d'Afrin et en Syrie par l'armée turque? Jean-Paul Lecoq, le député communiste qui, par le passé, a été animateur et directeur de centre de loisirs. Il est aujourd'hui donc député de Seine-Maritime. Il a été élu déjà en 2007-2012. Oui, c'est ça, il avait déjà fait un mandat, Jean-Paul Lecoq. Et donc il ramène dans l'hémicycle la question qu'on avait vu aborder la semaine dernière en fin de séance mercredi, cette fameuse initiative militaire turque de la part d'Erdogan contre les Kurdes. Jean-Paul Lecoq qui n'a pas apprécié la réponse de Jean-Yves Le Drian la semaine dernière, trouvait que ça manquait d'humilité de soutien envers les combattants kurdes. On réécoute Jean-Yves Le Drian sur cette question. Vous avez fait référence à mes réponses de la semaine dernière, celles de cette semaine ne vont pas changer. Nous comprenons que la Turquie veuille sécuriser sa frontière et, monsieur le député Lecoq, et combattre. Nous comprenons que la Turquie veuille sécuriser sa frontière et combattre les groupes terroristes qui s'y trouvent. Et vous le savez, puisque vous connaissez le sujet, il y en a de nombreux. Mais nous ne pouvons valider que cela se fasse au détriment des populations civiles. D'autant plus qu'il s'agit souvent de réfugiés et de déplacés, et il y en a plusieurs centaines de milliers. Par ailleurs, si d'aventure la Turquie menait des opérations à des fins d'occupation territoriale ou de conquête, alors elle serait totalement condamnable. Et vous voyez les députés insoumis qui sont très énervés contre cette réponse de Jean-Yves Le Drian. Les députés insoumis qui soutiennent les Kurdes, les combattants kurdes qui s'en prennent à Erdogan. Jean-Yves Le Drian qui lui maintient une espèce de position. Il avait déjà défendu cette position la semaine dernière. On sait qu'Emmanuel Macron et Erdogan se sont eus au téléphone la semaine dernière. Et Jean-Yves Le Drian a l'air d'expliquer que la France soutient en gros la Turquie contre les Kurdes. Des Nations Unies qui doit se passer à Genève et la France a cela pour objectif. Même si c'est plus compliqué que ça. Ça ne se passe pas à Sochi, ça doit se passer à Genève. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Coquerel. Monsieur Coquerel, si vous souhaitez poser une question sur ce sujet ou sur tout autre, vous vous faites désigner par votre groupe à cette fin. François Drugy qui rappelle que ce sont les groupes qui désignent les personnes qui prennent la parole pendant les questions au gouvernement. Émilie Querelle. Ma question s'adresse à Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État placée auprès de la ministre des Armées. Madame la ministre, lors de la campagne présidentielle, le président de la République a souhaité que soit mis en place un service national universel. Ce service doit permettre à tous les jeunes Français de se former à la citoyenneté et de faire l'expérience de la mixité sociale. Cette réforme intéresse l'ensemble des Françaises et des Français. Nombreux sont ceux qui m'interpellent à ce sujet, lors de réunions publiques ou sur les marchés. Le service national suscite l'intérêt d'une jeunesse désireuse de s'engager et l'espoir de tous nos concitoyens qui appellent plus que jamais à une cohésion nationale renforcée. Lors de ses vœux aux armées à Toulon, le président de la République a annoncé que la refonte du service national serait menée à son terme.
La semaine dernière, Madame Florence Parly a, elle aussi, rappelé son attachement à ce projet lors de ses vœux aux armées. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Assemblée nationale se mobilise. Ma collègue Marianne Dubois et moi-même menons actuellement une mission d'information visant à fournir des préconisations sur ce sujet. Voilà, je me demandais pourquoi. Émilie Guerel, donc, elle est députée En Marche et comme elle vient d'expliquer, elle est chargée d'une mission d'information sur la question du service national universel. Vous savez que c'était une proposition d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Un service militaire, en gros, enfin c'est plus compliqué que ça, mais un service militaire obligatoire pour les jeunes. Il a rappelé cet engagement à l'occasion de ses vœux aux armées. Et donc il y a un projet qui est en train de se mettre en place d'éventuellement faire un service militaire. Émilie Guerel, elle est enseignante d'anglais. Elle a un CAPES. Et elle porte un bleuet. Alors pour moi le bleuet c'était l'armistice du 11 novembre. C'est bizarre qu'elle le porte en janvier, non? Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous indiquer comment le gouvernement entend mener à bien la refonte du service national universel? Je vous remercie. Voilà, on va en savoir un petit peu plus sur les plans du gouvernement vis-à-vis du service national universel. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq. Service militaire, service civique, obligatoire, pas obligatoire. On en est où? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Émilie Guerel. Bon, vous avez raison, hein, le service national est un vrai projet de société. Un projet ambitieux souhaité par le Président de la République et qui s'inscrira dans un cadre interministériel. Le Président de la République a souhaité que l'année 2018 soit celle de l'engagement. Le service national universel. Oui, vous avez raison, c'est le centenaire de la guerre de 14-18, mais de cette ambition. Mais enfin, ça n'empêche rien, on s'en fout, elle dit qu'elle porte un bleuet ou pas. Approfondir la citoyenneté et l'esprit de défense, faire l'apprentissage, par exemple, des gestes qui sauvent, participer ainsi activement à la protection de la nation, mais également donner de son temps pour autrui. Il sera aussi un temps qui permettra à toute une génération de faire une expérience commune et fédératrice d'engagement, ce qui participera à la cohésion de la nation, au-delà des différences d'origine, de sexe, de milieu et d'histoire. Le gouvernement a fait établir un état des lieux des dispositifs existants. Sur cette base, de nouveaux travaux doivent être menés. Tous les ministères concernés sont appelés à réfléchir sur le sujet. Et pour notre part, avec Florence Parly, nous y travaillons activement, rencontrons de nombreux interlocuteurs intéressés par ce projet. En gros, Geneviève Darrieussecq qui n'annonce rien, on n'en sait pas plus à ce stade-là, il n'y a pas de budget, on ne sait pas combien de temps ça va durer, est-ce que ça va être obligatoire ou pas. Vraiment, le gouvernement est au tout début de la réflexion sur cette question du service national universel. Elle rappelle juste ce qu'ils veulent faire dans l'idéal, ce serait de rapprocher les gens, permettre aux jeunes de s'engager. Mais toutes les questions pratico-pratiques qui se posent ne trouvent pas de réponse à l'heure actuelle, donc on verra à l'avenir. C'est la détermination du gouvernement de la voir aboutir sans rien céder à cette ambition. Je souhaite, Madame la députée, vous remercier, ainsi que Madame Marianne Dubois et tous les membres de la mission d'information, de vous être emparés de ce sujet. Alors effectivement, on est un petit peu dans le cadre d'une question choupa, puisque c'est une députée de la majorité qui écrit un rapport, qui pose une question au gouvernement, en disant est-ce que vous pouvez dire du bien de mon rapport, s'il vous plaît? Monsieur le Premier ministre. Allez, c'est de bonne guerre. Sébastien Leclerc. Le dernier, dans un rapport remis à la garde des Sceaux, des orientations dangereuses quant à l'organisation de notre système judiciaire ont été prônées. Outre le regroupement des cours d'appel à l'échelle des nouvelles régions, le rapport préconise également une réorganisation des ressorts des tribunaux de grande instance à l'échelle des départements pour créer dans chaque département un unique tribunal judiciaire de première instance. Les orientations de ce rapport augurent de la prochaine réforme de la justice que vous entendez conduire. Cela signifie que plus de la moitié des départements français vont perdre soit un TGI, soit le siège d'une cour d'appel. Après les fermetures des succursales de la Banque de France, des perceptions qui disparaissent par dizaines chaque année, après la fermeture de l'accès au public des sous-préfectures, entendez-vous poursuivre ainsi le démantèlement des services publics dans les territoires autres que les chefs-lieux de département ou de région? Un tribunal dans une ville moyenne comme Lisieux, c'est un accès facilité pour nos concitoyens qui vivent à une distance raisonnable. Ce sont des magistrats, des personnels du ministère de la Justice, plusieurs dizaines d'avocats qui font également travailler des collaborateurs. Bref, c'est toute une économie des métiers du droit dont l'implantation même serait menacée en cas de fermeture. Et de grâce, ne reprenez pas à votre compte le slogan malhonnête qui figure dans le rapport remis à la garde des Sceaux, où l'on tente de nous endormir en nous faisant croire qu'aucun site judiciaire ne fermera. Chacun comprend qu'un tribunal qui perdrait 80% de ses attributions
même s'il était maintenu sur des compétences de base, n'aurait pas le même impact en termes de services publics, ni même en termes d'activité économique. Sébastien Leclerc, député du Calvados, vous voyez la ville de Lisieux, et ben voilà, il est député du côté de Lisieux, il en a parlé rapidement dans sa question. Sébastien Leclerc, il est dirigeant d'entreprise dans le secteur de l'immobilier, il a parrainé Laurent Wauquiez pour la présidence du parti Les Républicains, et il a été conseiller départemental. Enfin, il l'est toujours d'ailleurs. Plusieurs centaines de kilomètres sur des routes limitées à 80 km/h en utilisant un carburant taxé à 90% pour simplement défendre leurs droits. Merci, monsieur le député. Et donc il a posé une question sur la carte judiciaire et la fermeture des tribunaux, etc. Il a fini sa question pendant que je parlais sur une question sur la... sur la circulation des voitures. Monsieur le député Leclerc. Sur la baisse de la vitesse. Sur la baisse de la vitesse à 80 km/h, ouais. Ça n'avait rien à voir avec l'augmentation des taxes sur les carburants en même temps. Oui, que les gens seraient obligés de se déplacer en plus pour aller au tribunal. Nicole Belloubet. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, qui répond. Permettez-moi de vous apporter les réponses suivantes. Effectivement, le rapport remis par messieurs Rimbourg et Houillon fait état d'un certain nombre de propositions. Ces propositions résultent d'une consultation qui a permis d'entendre plus de 200 personnes, de recueillir de très nombreuses consultations écrites et à partir de là, des propositions ont été formulées. Ce sont des pistes de travail sur lesquelles je vais pouvoir désormais établir un certain nombre d'éléments que je vais désormais soumettre à concertation. Ces pistes de travail sont les suivantes. Elles sont parties du postulat que Monsieur le Premier ministre et moi-même avions fixé, à savoir aucune fermeture d'aucun site et d'aucun tribunal. Donc, Monsieur le député... Ah donc c'est bon alors. Monsieur le député, aussi bien à Caen qu'à Lisieux et qu'à Vire, vous conserverez un tribunal. Je tiens ici à le préciser. La ministre de la Justice, elle aurait du mal à faire plus clair. On maintient le tribunal. Sauf que la raison pour laquelle ça ne plaît pas tout à fait au député Sébastien Leclerc, c'est parce que quand il l'a dit dans sa question, il a dit évidemment vous n'allez pas fermer le tribunal, mais vous allez réduire son activité de 80%. Donc c'est pas juste parce que vous gardez un tribunal ouvert que en fait vous gardez vraiment une activité dans ce tribunal. Complexe, le contentieux qui exige de la collégialité et qui exige des juges spécialisés. Les tribunaux judiciaires de proximité qui resteraient donc implantés partout géreraient pour leur part, telle est la proposition du rapport, le contentieux du quotidien, à savoir les affaires familiales, les baux d'habitation et d'autres éléments, ainsi que le contentieux pénal simple. Vous conserveriez donc, si je suivais les propositions du rapport, dans chaque tribunal du contentieux pénal et du contentieux civil. La parole est maintenant. Nicole Belloubet qui s'est voulue très rassurante dans sa réponse au député Sébastien Leclerc. Allez, Anne-Laure Catelot. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, hier matin, le tribunal de grande instance de Strasbourg a choisi les germano-suisses de Schmolz et Bickenbach pour reprendre les sites d'Ascométal, ex-filière d'Usinor. Or, ce plan fait la passe sur Ascoval, l'acierie de Saint-Saulve, rayonnant sur un large bassin économique dépassant les frontières du Nord. Ce site fait partie intégrante du paysage industriel français en produisant des aciers spéciaux pour les marchés de l'automobile, de la mécanique et de l'énergie. Ce site fait partie intégrante de ce paysage, je l'ai dit. Et je suis fière maintenant que la France relève la tête en matière industrielle. En témoigne l'augmentation de la production manufacturière de 2,5% entre 2016 et 2017 et l'arrêt des destructions d'emplois dans ce secteur stratégique pour notre économie. En revanche, je suis inquiète par ce dossier. Alors que le président de la République est venu chez Toyota dans le Nord annoncer la création de plus de 700 emplois, 300 personnes, salariés d'Ascoval, sont aujourd'hui menacés de licenciement. Oui, Liberty, le candidat non retenu, apparaissait aux yeux des responsables politiques locaux et d'une majorité des salariés le mieux-disant à tous les niveaux, en reprenant le site de Saint-Saulve et la quasi-totalité des salariés. Toutefois, dans l'industrie, on ne peut être léger sur le contenu du projet industriel et le plan de financement. Deux éléments essentiels qui ont relégué Liberty à la deuxième place. Car face aux 195 millions d'euros investis sur fonds propres de Schmolz, Liberty n'a proposé que 10 millions d'euros dans son offre et des débouchés commerciaux incertains.
Anne-Laure Je Catelot salue un qui pose la repreneur question, solide elle était pour les assistante 5 parlementaire sites européenne de d'Ascométal Jean-Luc et leurs Benamias, pour ceux 1350 qui se souviennent de Jean-Luc Benamias qui a été salariés candidat à la Dunkerque, primaire à socialiste Saint-Étienne, l'année en dernière, Meurthe-et-Moselle, enfin en il y a Moselle, dans les en Bouches-du-Rhône. 2016-2017. Concernant Saint-Saulve, monsieur le ministre, Elle a fait ses études nous à ne Sciences pouvons Po Lille, baisser elle les est bras aujourd'hui députée du Nord et attendre et elle que pose le une question rideau se sur ferme. la question d'une Surtout quand de fermeture nombreux d'usine industriels français suite ont à la besoin reprise d'acier spéciaux par pour leur un production. repreneur qui Monsieur ne le gardera pas ministre, cette suite à la usine-là. réunion qui s'est tenue ce midi, comment pouvons-nous donner Elle un a été assez avenir claire à dans ce sa site question, je ne vais pas la et aux familles paraphraser. qui dépendent de cette Merci, activité, Madame la députée. faisant en sorte que le four et la parole est à forge... Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Et donc c'est le ministre de l'économie qui va répondre à cette députée du Nord sur cette reprise d'activité, cette reprise d'entreprise plutôt. Toutes mes pensées vont vers les salariés, les 300 salariés du site d'Ascoval à Saint-Saulve. Et je veux leur dire ici, devant la représentation nationale, que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour garantir la pérennité du site d'Ascoval à Saint-Saulve. Il y a eu une décision de justice, celle du tribunal de grande instance de Strasbourg, qui entre deux offres de reprise, celle de Liberty et celle du germano-suisse Schmolz, a choisi l'offre germano-suisse. Permettez-moi très simplement de respecter les décisions de justice et de faire avec, tout en garantissant la pérennité du site. J'ai entendu les inquiétudes des salariés. J'ai réuni ce matin, avec Delphine Génie-Stéphane, tous les élus locaux, le président de la région, vous-même et les deux industriels concernés, Vallourec et l'entrepreneur industriel germano-suisse Schmolz, pour leur demander de trouver un accord pour garantir pour l'année qui vient la pérennité du site dans des conditions industrielles soutenables. Nous avons obtenu, de la part de l'entreprise Schmolz et de la part de l'entreprise Vallourec, des engagements sur les volumes et sur les prix qui garantissent la pérennité du site d'Ascoval pour l'année qui vient. C'est une bonne nouvelle pour les 300 salariés d'Ascoval. Bruno Le Maire qui se veut rassurant, en tout cas moins alarmiste que la députée, en disant certes le repreneur qui a été sélectionné par la justice ne gardera pas cette usine à terme, mais il y a quand même une activité qui a été garantie pendant un an. Disons que c'est un délai qui a été obtenu par les salariés de cette usine. Le commissaire à la réindustrialisation, M. Floris, se rendra sur le site pour rencontrer les salariés. Nous organiserons une deuxième réunion de travail la semaine prochaine au ministère de l'économie et des finances. Nous ne relâcherons jamais nos efforts sur ce site comme sur les autres pour garantir l'emploi et la pérennité de ce site industriel. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Madame Gisèle Biémouret. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, notre modèle des EHPAD et de l'aide à domicile est au bord de l'implosion. Non, il ne fait plus bon vieillir en France. Les niveaux de dépendance, l'accroissement des besoins, le détonateur de la suppression des contrats aidés aboutissent à des contraintes budgétaires croissantes qui ne sont plus supportables. Du côté du personnel, un sous-effectif patent et des conditions de travail qui les conduisent à un total épuisement et une usure. Les accidents de travail en EHPAD seraient 2 fois supérieurs à la moyenne nationale. Du côté des résidents, un reste à charge après les aides évalué à 1 758 € par mois par l'adresse, alors que la pension de retraite moyenne est de 1 376 € brut. Et l'étude ne tient pas compte de la hausse de la CSG que vous venez de mettre en place. Tout le monde, au final, est perdant. Aujourd'hui, un mouvement unitaire inédit regroupant l'ensemble des syndicats et l'association des directeurs d'établissements se mobilise pour dénoncer les conditions de travail et la précarité extrême des personnels. Vous avez annoncé vendredi dernier une enveloppe supplémentaire de 50 millions, presque comme une faveur. Mais comment les ARS vont-elles dispatcher une telle enveloppe? Votre gouvernement a offert 4 milliards aux 1% les plus riches. Avec 4 milliards, on peut créer 100 000 postes de fonctionnaires. Gisèle Biémouret qui en remet une couche sur la question des EHPAD en disant c'est bien gentil de donner une petite enveloppe supplémentaire, mais quand vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, etc. C'est assez classique et assez attendu de la part de cette députée socialiste d'apporter une réponse pour redonner la dignité qui vient du Gers, qui a été secrétaire médicale, elle a été commerçante, elle a fait plein de choses dans sa vie. Merci Madame la députée. Et c'est tant mieux. La parole est Allez, c'est à nouveau du coup Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, qui va répondre sur cette question des EHPAD qui décidément intéresse particulièrement les députés aujourd'hui.
Vous avez raison, il y a deux problèmes dans la situation des EHPAD aujourd'hui. Il y a d'une part une réforme de la tarification où 80% des EHPAD vont être gagnants grâce à cette réforme de la tarification et à l'accompagnement financier qui va avec cette réforme. Et puis il y a un problème plus général et de long terme de l'accompagnement de la dépendance dans notre pays. Et j'ai demandé un rapport au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ainsi qu'un rapport au Haut Conseil pour la famille, l'enfance et l'âge pour réfléchir au problème de la dépendance et au modèle des EHPAD de demain qui devront plus être ouverts vers la ville et se réfléchir comme des plateformes. Agnès Buzyn, donc vous comprenez dans sa réponse et dans la suite de ses réponses qu'il décide de ne pas de séparer le problème en deux, mais en disant en gros il y a le problème structurel du vieillissement de la population et de la dépendance pour lequel j'ai demandé des rapports, c'est un projet à long terme, il va falloir qu'on y travaille. Et ensuite il y a la question locale aujourd'hui des EHPAD et de leur mode de fonctionnement pour laquelle je mets en place des réformes, je mets des enveloppes supplémentaires et on organise les choses. Pour identifier les EHPAD prioritaires pour des aides particulières, nous allons missionner l'Agence nationale d'appui à la performance pour renforcer les agences régionales de santé pour aider les EHPAD à se restructurer, car certains sont en difficulté, car ils sont trop isolés et n'ont pas la masse critique pour être rentables. Et nous l'avons dit, la question de la qualité de vie au travail est une question essentielle sur laquelle un comité travaille aujourd'hui au ministère avec l'ensemble des parties prenantes pour faire des propositions notamment sur les évolutions de carrière, l'attractivité des carrières. Enfin, j'ai fait une profonde réforme de l'évaluation des EHPAD avec la fusion de l'ANESM avec la Haute Autorité de Santé qui veillera à mieux évaluer la qualité de performance des EHPAD, mais surtout la qualité de bien-traitance des EHPAD. Et enfin, je souhaite que la Haute Autorité de Santé me fasse des propositions dès cet été pour lancer des enquêtes de satisfaction dans les EHPAD, comme c'est le cas dans les hôpitaux actuellement. Et les résultats seront bien entendu rendus publics. Merci, vous le voyez, je m'engage, l'État s'engage. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Roland Lescure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, il y a une semaine, vous étiez avec le Président de la République au Forum économique mondial de Davos. Ah bah ouais, une question sur Davos. C'est très clair. Il faut redonner un sens à la mondialisation. Tous les acteurs publics et privés doivent s'y engager. Pour refonder un nouveau contrat mondial, il faut investir dans l'éducation, investir dans la formation. Il faut partager la valeur et partager les ressources. Il faut protéger les individus et protéger la planète. Nous vivons un tournant exceptionnel. Même Larry Fink, patron de BlackRock, le plus important gestionnaire d'actifs au monde, et pour beaucoup le symbole du capitalisme financier mondial, a récemment écrit à tous les dirigeants de société pour les exhorter à adopter un nouveau modèle. Selon lui, les entreprises doivent non seulement produire des résultats financiers, et oui, mais aussi montrer comment elles apportent une contribution positive à la société. Leurs activités doivent bénéficier à l'ensemble des parties prenantes, les actionnaires évidemment, mais aussi les salariés, les clients et les communautés dans lesquelles elles opèrent. Au moment où nous préparons... Roland Lescure qui pose une question sous forme de plaidoyer pour une mutation du modèle des entreprises qui ne devraient pas chercher qu'à faire du profit, mais aussi à profiter à l'environnement, à profiter à la communauté et à l'intérêt général. Monsieur le ministre, de la pérennité de notre modèle économique et social. Alors, Monsieur le ministre, ce n'est pas une question que j'ai pour vous, j'en ai 4. Êtes-vous prêt à simplifier radicalement la vie des entreprises françaises pour leur permettre d'investir, de créer de la valeur et des emplois et d'atteindre ainsi la taille critique pour bénéficier de la mondialisation? Êtes-vous prêt à participer à la refondation du contrat mondial en créant de nouveaux mécanismes de partage de la valeur? Êtes-vous prêt à pousser les entreprises à... Et Roland Lescure qui se fait tancer par les députés insoumis qui n'apprécient pas, évidemment, vous vous en doutez, son plaidoyer pro-entreprise, pro-business. Roland Lescure, c'est intéressant, peut-être que c'est un nom que vous avez déjà entendu, Lescure, parce que c'est le frère de Pierre Lescure. Pierre Lescure qui était le fondateur de Canal+, et président historique du Festival de Cannes. Voilà, mais donc son frère, Roland Lescure, est bien député En Marche, diplômé de Polytechnique, cadre supérieur dans le privé, et diplômé de la London School of Economics. Parcours ô combien prestigieux. Merci aux députés. Et c'est Bruno Le Maire, le député, le ministre pardon, de l'économie, qui va lui répondre. Merci aux chefs d'entreprise, merci aux salariés, merci aux milliers de Français qui ont participé à la préparation de la loi sur la croissance et la transformation des entreprises, parce que c'est comme ça que nous concevons cette loi. C'est la participation de tous la loi Pacte qui fera un bon texte. Un chiffre, Monsieur le Président, 1,92% de croissance en 2017, c'est le meilleur chiffre
depuis 6 ans de l'économie française. Voilà, je vous l'avais dit qu'il était très probable qu'on en entende parler aujourd'hui, et c'est évidemment le ministre de l'économie qui l'apporte dans la place. Le chiffre qui fait plaisir, 1,9% de croissance en 2017. Mais à nos propres entreprises. J'aimerais, et nous aimerions tous ici, que nos entreprises puissent croître, puissent investir, puissent innover, puissent se moderniser, puissent se digitaliser pour être encore plus conquérantes et encore plus créer d'emplois ici en France pour les Français. C'est l'objectif de la loi Pacte. Pour cela, nous sommes prêts à transformer le financement des entreprises et avoir un meilleur financement. Et oui, excusez-moi, au début de sa réponse, Bruno Le Maire il s'est adressé à Roland Lescure en lui disant « Monsieur le Président », et j'ai oublié de vous prévenir, c'est assez important, mais en fait, Roland Lescure, il est président de la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. C'est quand même pas rien. Un seul objectif, que les petites entreprises, les TPE, les PME, qui sont bloquées par un certain nombre de seuils, puissent désormais créer davantage d'emplois sans être bloqués par des obligations qui ne sont pas fondamentales. Nous sommes prêts à améliorer la transmission des entreprises pour que le capitalisme familial ancré dans nos régions et dans nos territoires puisse se développer et garantir la stabilité économique et de l'emploi pour les Français. Voilà le projet de la loi Pacte. C'est un grand projet du Président de la République, du Premier ministre et de toute cette majorité, et il donnera à la France la puissance économique dont elle a besoin. Bruno Le Maire, qui en répondant à Roland Lescure fait un véritable plaidoyer pour sa loi Pacte, la loi en préparation sur l'avenir des entreprises. François Ruffin, le député insoumis. Durant les vacances de Noël, la mère d'une amie âgée de 90 ans est tombée chez elle. Les pompiers l'ont conduite à l'hôpital d'Amiens au service gériatrie. Dès son arrivée, les soignantes l'ont prévenue. Nous ne sommes que 3 pour 30 patients, nous n'aurons pas le temps de nous occuper de vous. Cette promesse fut tenue. Durant son séjour, son plateau repas lui fut servi, mais sans aide, l'assiette demeurait intacte devant elle. Le bassin pour ses besoins fut longuement oublié sous ses fesses. Lorsqu'elle eut soif, on estima qu'elle avait assez bu comme ça. Souvent, cette vieille femme pleurait, mais elle n'était pas seule. Les soignantes, elles aussi, pleuraient. Au fil de la semaine, elles se confièrent à mon amie. Cet après-midi, nous avons eu une réunion de service. On a dit à notre chef qu'on n'en pouvait plus, qu'on faisait mal notre travail, que les patients étaient mal soignés. Ils nous répondent plan de retour à l'équilibre. On pleure, ils nous parlent budget. C'est une scène ordinaire, Madame la Ministre, dans les hôpitaux et les EHPAD français. Partout, à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Strasbourg, les hôpitaux craquent. Les médecins s'alarment. Qu'avez-vous à leur offrir? De la compassion, ça oui, vous en avez. Et je l'admets, ça vaut mieux que le mépris. Mais que prévoit concrètement votre budget de la sécurité sociale? 0 création de postes, 1,6 milliard d'économies. Quand, rappelons-le, il faut toujours le rappeler, et nous comptons bien vous le rappeler durant 5 années, cet automne, vous avez trouvé 5 milliards en toute urgence. Mais c'était pour les riches, pour supprimer leur impôt sur la fortune. François Ruffin, le député insoumis, qui, je le rappelle, a remporté le César du meilleur film documentaire en 2017 pour Merci Patron, qui pose une question très forte avec beaucoup de charges émotionnelles sur la question de travail, sur les conditions de travail dans les EHPAD. Je n'en serai pas outré, faites simplement un geste. Et François Ruffin qui brandit un chéquier alors qu'il se fait tancer par les députés de la majorité pour le caractère assez pathos de sa question. Monsieur le Président... Et donc c'est François Ruffin, le 4e député, à aujourd'hui parlé de la question des EHPAD dans l'hémicycle. Et donc on va réentendre Agnès Buzyn préciser ses plans pour améliorer la situation. De santé. Une réalité que nous avons tous eu à côtoyer dans nos vies personnelles, dans notre vie familiale. Et comme vous le dites, je n'ai non seulement de la compassion pour les personnes hospitalisées ou pour les personnes qui travaillent dans ces établissements, mais j'ai aussi un profond respect pour ces fonctionnaires qui sont vraiment dédiés et totalement investis auprès des personnes malades. Agnès Buzyn qui ne veut pas laisser à François Ruffin, disons, le monopole de la compassion envers les professionnels qui travaillent dans les EHPAD. Disant, moi aussi j'ai du respect pour eux, moi aussi je sais qu'ils travaillent dur. De notre système de santé, pour qu'il soit pérenne, pour qu'il soit efficient. Et c'est le plan que je proposerai cette année, pour une transformation notamment de la tarification
de l'activité de nos hôpitaux, car nous savons qu'elle mène à une recherche d'activité sans fin, alors que nous devrions travailler sur la valeur ajoutée de ces établissements et de ces personnels auprès de nos personnes malades. Donc, aujourd'hui, la réflexion est globale, elle est cohérente, elle vise à soutenir un système de santé qui est notre bien commun, auquel nous sommes tous attachés, auquel vous faites référence, Monsieur Ruffin. Mais je crois qu'ici, dans cette Assemblée, je pense que 100% des députés présents sont capables de reconnaître le travail exceptionnel fait par ces salariés et de la nécessité de préserver un système de santé pérenne et solidaire. Je vous remercie. Voilà, c'était grosso modo la réponse d'Agnès Buzyn. Vous n'avez pas le monopole du respect pour les professionnels. La parole est à Madame Sandra Motin. On continuera à en entendre parler de cette question des conditions de travail dans l'hôpital et les EHPAD. Ministre de la Transition Sandra Motin. écologique et solidaire, Monsieur Nicolas Hulot. Avec des précipitations 5 fois supérieures aux niveaux habituels, le mois de janvier 2018 est le plus pluvieux depuis plus d'un siècle. De plus, après des chutes de neige très abondantes au mois de décembre, les températures élevées pour la saison ont favorisé une fonte des neiges qui est venue, elle aussi, gonfler les cours d'eau. Pour protéger les villes de la montée des eaux, de nombreux espaces ont été inondés. L'inondation, parfois volontaire, de ces zones d'origine naturelle ou artificielle, appelées zones d'expansion de crues, a permis de contenir le débit de grands fleuves comme la Seine, la Saône ou le Rhône. En reportant l'eau sur des espaces peu construits et aux capacités d'absorption fortes, le système de zones d'expansion de crues limite les risques d'inondation des zones urbanisées qui représentent des risques humains et matériels bien plus importants, comme c'est le cas pour Paris ou pour Lyon. Si ce système permet donc de limiter considérablement les risques, il le fait en reportant le coût de l'inondation sur les communes qui accueillent les zones d'expansion. En effet, les zones d'expansion des crues, comme la plaine du Bouchage en Nord-Isère pour le Rhône, sont le plus souvent des espaces agricoles, traversées par des infrastructures routières. Dans d'autres cas, plus rares, elles sont aménagées en espaces de loisirs. Et souvent, elles accueillent des habitations. De plus, le passage des surplus d'eau dans les sols peut avoir un impact sur le système local d'assainissement des eaux. Je salue d'ores et déjà l'initiative du ministre de l'Économie et des Finances auprès des assureurs pour qu'ils indemnisent au plus vite les sinistrés. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles seront les modalités de compensation que vous comptez mettre en œuvre pour aider les communes les plus touchées à réparer les dégâts occasionnés par les inondations dans ces zones d'expansion des... Sandra Motin, qui a été responsable d'une entreprise de ressources humaines. C'est assez intéressant parce qu'elle pose la question des inondations en disant pour éviter d'inonder les centres-villes, on crée des zones d'expansion où on envoie l'eau en fait en gros. Le problème c'est que c'est des zones agricoles, il y a des habitations, des centres de loisirs, vous l'avez entendu. Et donc elle pose une question au ministre de la Transition écologique dont c'est le boulot. Qu'est-ce qu'on fait pour réguler les crues et comment est-ce qu'on fait pour indemniser les personnes qui habitent dans ces zones d'expansion? De très forte intensité et dans plusieurs régions françaises. Effectivement, je me suis rendu hier en Seine-et-Marne. D'abord pour apporter un message de solidarité aux victimes qui en avaient bien besoin, grande dignité de leur part. Il m'est impossible de les assurer que ces événements ne se reproduiront plus, malheureusement. J'ai voulu aussi profiter de cela pour saluer le travail des élus, des bénévoles et des sapeurs-pompiers qui sont sur le pont depuis plusieurs jours. La vigilance reste de mise, notamment en aval de la Seine, parce que nous allons avoir une combinaison d'un événement de crue et de grandes marées, de grands coefficients de marée. Pour prévenir les conséquences des inondations, les collectivités territoriales avec l'État, comme vous le savez, ont renforcé les dispositifs de prévention et remarquons au moins que cela a très bien fonctionné. Votre question porte sur les mesures de compensation qui sont mises en place autour des zones d'expansion des crues, ces fameux terrains qui sont utilisés pour contenir les inondations et protéger les zones les plus denses. Cette pratique, elle est utile, elle doit être accompagnée car elle se place au service de l'intérêt général. Dans ces cas-là, des travaux sont menés dans le cadre des plans d'action de prévention de l'inondation avec les collectivités et le monde agricole afin de proposer aux propriétaires fonciers et aux exploitants une indemnisation en cas d'inondation. Pour les autres agriculteurs touchés, le régime de calamité agricole peut s'appliquer sauf s'il s'agit de cultures assurables et sous réserve de l'évaluation des pertes constatées. On y travaille avec Stéphane Travert dans les départements concernés, notamment le Rhône, la DDT, est mobilisé pour évaluer les impacts de la crue. Et vous l'avez dit, Bruno Le Maire a reçu ce matin les assureurs et le gouvernement verra à reconnaître au plus tôt
la situation de catastrophe naturelle. On y travaille. Vous l'avez compris, mais Nicolas Hulot, qui est évidemment sous pression, il l'a dit lui-même, un grande marée, fonte des neiges, précipitations, paf, ça fait des inondations. Jeudi dernier, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la région Île-de-France de supprimer l'aide au transport pour les étrangers en situation irrégulière. Cette décision du tribunal s'appuie sur le Code des transports qui prévoit que seule une condition de ressources peut justifier une réduction tarifaire. Ainsi, la régularité du séjour en France ne peut donc être un critère déterminant et ce sont donc près de 117 000 personnes en situation irrégulière qui vont bientôt récupérer leur droit à une aide tarifaire. En 2015, cette réduction a ainsi coûté 43 millions d'euros à la région Île-de-France. C'est à peu près le montant que celle-ci consacre au logement social. Comment expliquer aux usagers franciliens en situation régulière, qui payent leur abonnement plein tarif et qui voyagent dans des conditions parfois déplorables, qu'ils devraient contribuer à cet effort? La région Île-de-France n'est d'ailleurs pas en reste, puisque 620 000 voyageurs bénéficient déjà d'un tarif réduit. Accorder des réductions tarifaires aux personnes à faible revenu résidant régulièrement sur le territoire, oui. Procurer des avantages à des personnes qui résident de façon irrégulière sur le territoire national, non. La suppression de cette réduction est une décision d'équité et de justice vis-à-vis des autres usagers des transports franciliens. La décision du tribunal administratif constitue une brèche dans la législation et peut conduire par ricochet à de nouveaux avantages pour les personnes en situation irrégulière. Pardon, il y a Sylvain qui me fait beaucoup rire parce qu'il dit en gros ces étrangers qui viennent en situation régulière en France juste pour profiter des transports en commun franciliens. Le RERA, ils sont bien contents. Pardon. Valérie Lacroute, c'est très sérieux. Valérie Lacroute, c'est l'ancienne directrice des transports du département de Seine-et-Marne. Donc elle sait de quoi elle parle quand elle parle de transport public. Et en l'occurrence, cette députée membre de la commission des finances pose une question sur un avantage, un tarif réduit qui est proposé aux personnes en situation irrégulière en attente de régularisation. Madame la députée Lacroute, et donc c'est Elisabeth Borne qui va répondre à sa question. Faut-il que les étrangers bénéficient de la décision d'Île-de-France Mobilité trucs particuliers, de tarifs préférentiels, 75% dont bénéficiaient les titulaires de l'aide médicale d'État? Alors, il ne vous surprendra pas que je ne commande pas la décision du tribunal administratif de Paris, sur lequel, au demeurant, il revient à Île-de-France Mobilité de faire, le cas échéant, appel. Mais je voudrais revenir sur le sens, de l'article L 1113-1 du Code des transports, mentionné par le tribunal administratif de Paris. Cet article impose effectivement à l'ensemble des autorités organisatrices de la mobilité, en Île-de-France comme ailleurs, de mettre en place des réductions tarifaires d'au minimum 50% pour l'ensemble des personnes dont les revenus sont inférieurs à ceux de la complémentaire CMU. Je voudrais souligner qu'il s'agit d'une mesure de solidarité d'autant plus importante que beaucoup éprouvent des difficultés à accéder à la formation, à la scolarisation, à l'emploi, voire à la santé. Donc c'est une mesure de solidarité qui n'enlève rien à la détermination et à la fermeté du gouvernement dans la lutte contre l'immigration illégale, dont la politique de mobilité ne me semble pas être le meilleur levier. Je vous remercie. Elisabeth Borne qui finit avec une petite note d'ironie en disant: si vous voulez vous en prendre à la politique du gouvernement en matière de gestion de l'immigration, c'est pas sur le RER qu'il faut taper parce que c'est pas le meilleur moyen. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. L'année passée, le programme Erasmus a fêté ses 30 ans. Chaque année en France, le programme européen d'échange bénéficie à un grand nombre d'étudiants, mais seulement une minorité d'apprentis a la possibilité d'en tirer profit. En effet, pour l'année 2017, 43 000 étudiants français ont pu partir en mobilité, contre seulement 6 000 apprentis. Or, face au chômage des jeunes, de l'ordre de 20% en moyenne en Europe, deux leviers se présentent à nous, l'apprentissage et la mobilité européenne et internationale. La résolution parlementaire franco-allemande adoptée le 22 janvier dans cet hémicycle propose un renforcement des liens dans le domaine de l'apprentissage et de la formation afin d'insuffler une nouvelle dynamique à l'apprentissage dans la langue du partenaire. En novembre dernier, lors de votre déplacement dans le Bas-Rhin, vous avez eu l'occasion de rencontrer les compagnons du devoir
déjà précurseur en la matière. Député de Strasbourg, vous connaissez les Compagnons du Devoir? Extraordinaire à développer significativement. C'est de l'apprentissage dans les métiers manuels, des gens qui font le tour de France en formation sur différents chantiers. Vachement intéressant. Présente un atout indéniable en termes de croissance et de création d'emplois. En effet, nombreuses sont les entreprises implantées de part et d'autre du Rhin qui pourraient accueillir des apprentis en mobilité. Madame la ministre, M. Jean Arthuis vient de vous rendre le rapport que vous lui avez confié sur les modalités permettant de lever les obstacles à la mobilité européenne des apprentis. Sur la base de ces recommandations, quelles sont, Madame la ministre, les mesures concrètes que vous entendez mettre en œuvre? Thierry Michel, c'est donc le député En Marche, membre de la commission des affaires sociales, qui a été cadre dans la société Eli Lilly, c'est une société pharmaceutique, qui pose une question sur la mobilité des étudiants dans le cadre de la formation. Il dit en gros, il y a Erasmus qu'on veut développer dans le rapport franco-allemand, il y a la formation professionnelle qu'on veut développer. Pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas un truc d'échange un peu bien? Oui, Erasmus Pro, l'Erasmus de l'apprentissage, cela fait partie, je dirais, de notre grand projet de valorisation et de développement de l'apprentissage, qui est une voie de réussite, une voie d'excellence, mais aussi une voie de passion. Je pense à Paul Bocuse, aux meilleurs ouvriers de France, aux Olympiades des métiers. Je crois que tous, ici, sur tous les bancs, ont vu à quel point ces jeunes pouvaient trouver un sens, une fierté en se développant à travers l'apprentissage. Et c'est la réforme que nous mènerons avec Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal pour développer toutes les formes d'enseignement professionnel dans l'apprentissage et dans les lycées professionnels. Erasmus Pro, dans ce contexte, est très important. Vous l'avez dit, seulement un peu plus de 6 000 apprentis ont pu bénéficier de cette ouverture internationale, européenne, pour 45 000 étudiants. Et encore, pour eux, ce n'était pas 6 mois, comme dans l'auberge espagnole pour les étudiants, mais c'était quelques semaines. Plutôt un voyage. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont bénéficié de ce dispositif Erasmus Pro? C'est pour ça que j'ai demandé à Jean Arthuis, passionné d'Erasmus et militant d'Erasmus Pro depuis des années, ancien ministre, député européen, de nous dire quels étaient les freins. Il a mis à jour une vingtaine de freins très importants. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que quelques-uns, nous les avons retenus immédiatement et nous allons explorer les autres. Le premier, c'est qu'en termes de droit du travail, aujourd'hui, c'est l'entreprise de départ qui est responsable de ce qui se passe pendant le séjour dans l'entreprise d'accueil. Donc il faut décorréler cette responsabilité pour que ce soit l'entreprise d'accueil qui soit responsable. Deuxièmement, c'est un sujet avec Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal. Pour les étudiants, il y a une reconnaissance mutuelle des diplômes, mais pas dans le cas des apprentis. Troisièmement, il faut maintenir la rémunération et trouver une forme de sécurité sociale pour les jeunes dans notre pays. Jean Arthuis Bertrand, non, Jean Arthuis, rien à voir avec Yann Arthus Bertrand. Jean Arthuis qui donc a rendu un rapport et Muriel Pénicaud qui est en train d'en tresser des lauriers en disant il y a des choses très intéressantes dans ce rapport qu'on va utiliser pour encourager l'apprentissage professionnel en Erasmus. Avant que soit posée la dernière question, je vous informe que la séance ne sera pas suspendue à l'issue des questions au gouvernement. Nous passerons immédiatement aux explications de vote et au vote. Ouais, mais nous on s'arrêtera là par contre. Sur le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Voilà, donc le vote en première lecture du projet de loi, on verra ça plus tard. Muriel Pénicaud, donc, pardon, Agnès Firmin-Lebaudot. Solidarité et de la santé. Madame la ministre, aujourd'hui, le personnel des EHPAD est en grève. Et cette grève fait l'unanimité pour elle. Ce qui doit nous interpeller, vous interpeller. Comme vous, je pense qu'il faut stopper l'EHPAD bashing. Les personnels font un travail remarquable, parfois proche du sacerdoce. Mais il ne faut pas nier l'évidence. Ils sont à bout de souffle. Notre système est-il à bout de souffle? Comme vous, sur ce sujet, je pense que la démagogie politique n'a pas sa place. Je tiens à saluer ici l'esprit constructif qui règne dans la Commission des affaires sociales. Mais vous le savez, nous avons un gros point de divergence. Depuis juillet, je vous alerte sur les conséquences du décret concernant la tarification des EHPAD. Votre majorité n'est d'ailleurs pas à l'initiative de cette réforme. Il n'est pas question de remettre en cause ici le principe de convergence tarifaire, mais force est de constater que ce décret creuse le lit des finances des EHPAD publics, essentiellement déjà en grande difficulté. Ce constat est partagé par une grande majorité de mes collègues siégeant sur tous les bancs de cette Assemblée. Avec Charlotte Lecocq, nous vous avons fait en septembre, puis en décembre, des propositions, et notamment celle d'un moratoire de la nouvelle tarification. Moratoire qui apaiserait, qui ne coûterait rien à l'État, qui permettrait de prendre le temps de comprendre pourquoi ce décret pose problème. Il n'est pas trop tard pour décider de ce moratoire et les départements seront prêts, j'en suis sûre, à vous accompagner.
Agnès Firmin-Lebaudot qui pose une question au gouvernement sur la question des EHPAD. Ça va être la 5e ou la 6e, je crois, à poser une question sur ce sujet-là. Agnès Firmin-Lebaudot, donc, qui a commencé par souligner le caractère constructif du travail de la Commission des Affaires sociales, ce qui est intéressant parce qu'elle est elle-même membre du groupe Agir les Constructifs, qui est un groupe d'opposition, mais un groupe d'opposition constructive, n'est-ce pas? Non, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est pharmacienne, mais surtout, elle a été adjointe à la sécurité du maire du Havre, à l'époque où le maire du Havre s'appelait Édouard Philippe. Et ouais, Agnès Firmin-Lebaudot qui connaît donc bien Édouard Philippe. Merci Madame la députée. Qui ne s'oppose pas frontalement à son action en étant au sein du groupe Les Constructifs. Agnès Buzyn qui va répondre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Agnès Firmin-Lebaudot. Le sujet des EHPAD, vous avez raison, est toujours un sujet très sensible et particulièrement aujourd'hui à plusieurs niveaux. Car il nous faut oui, c'est plus Les Constructifs, c'est le groupe UDI Agir, oui. De la tarification à la réalité des EHPAD d'aujourd'hui et réfléchir à l'avenir pour le financement de la dépendance de demain. Concernant la réforme de la tarification, cette réforme initiée en 2017 sera maintenue, mais l'État l'accompagnera en augmentant le volume des crédits alloués aux soins de 400 millions d'euros. Et vous le savez, 160 millions d'euros sont d'ores et déjà alloués pour accompagner les EHPAD cette année. Je nommerai très prochainement un inspecteur de l'IGAS, M. Pierre Ricordeau, médiateur, afin d'expertiser les appréciations divergentes entre certains départements, certaines fédérations et les services du ministère sur les conditions de déploiement et les conséquences budgétaires de la réforme. Et je propose que ce médiateur examine la situation effective rencontrée dans quelques départements et notamment, Madame Firmin-Lebaudot, je propose qu'il aille dans votre département pour que votre territoire fasse l'objet d'une investigation poussée, qu'il me fasse remonter... Agnès Firmin-Lebaudot qui a l'air contente d'apprendre de la part de la ministre de la Santé qu'elle va lui envoyer son médiateur pour checker point par point, EHPAD par EHPAD, avec le département. 160 millions d'euros que nous mettons sur la table pour mener des actions ciblées en faveur des EHPAD en difficulté pour mieux répondre aux inquiétudes sur la baisse des financements. Je rappelle de toutefois que les effets de la réforme de la tarification dépendent aussi de la manière dont les départements appliquent le texte et financent leur part pour les EHPAD, c'est-à-dire financent la dépendance via l'APA. Je reste convaincue que les EHPAD restent l'une des grandes réponses au défi de la prise en charge du grand âge, mais qu'elle n'est pas la seule et que nous devons nous atteler à ouvrir le chantier des nouvelles formes de réponse à la prise en charge de la dépendance de la personne âgée. On en revient à ce que je disais tout à l'heure sur Agnès Buzyn qui sépare bien le problème structurel qui nécessite une réflexion et des réformes de long cours pour accompagner la dépendance et la question pratico-pratique de la crise des EHPAD d'aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça qu'elle réfléchit. François Drugy, donc, qui lève cette séance de questions d'actualité au gouvernement et qui ouvre la partie explication de vote sur la suite. Mais nous, on va s'arrêter là. On va repasser en scène d'intro. On va s'arrêter là parce que la séance de questions au gouvernement est terminée. On va pas rentrer dans le projet de loi pour la confiance, etc. Je suis déjà bien attaqué là. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'espère que ça vous a plu. On a beaucoup parlé des EHPAD, mais ça on s'y attendait. On a parlé de Davos, vous aviez raison, j'avais un doute là-dessus, mais on a bien parlé de Davos. On a parlé des inondations. On a reparlé de la Turquie avec Jean-Yves Le Drian et les Kurdes. Non, pas mal de choses. Pas mal de choses. Pas mal de choses aujourd'hui. Si vous avez des questions, je veux bien essayer d'y répondre dans la mesure de mes capacités fort limitées. J'en profite pour remercier du fond du cœur les bénévoles qui ont préparé cette émission. Un grand merci à Amy, un grand merci à Raphaël et à Samuel. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Et pas de POA, plus le point est plus en France. Ouais. Mais c'est un sujet très intéressant, le sujet de la dépendance. En général, le sujet des EHPAD en particulier est très intéressant, évidemment, les maisons de retraite, les conditions de travail, les conditions de prise en charge des personnes âgées, etc. Mais globalement, la question de la dépendance est une vraie question, hein. Vous savez que la population française vieillit, que ce vieillissement crée une charge de fait pour la société, et que c'est pas qu'une question de retraite, c'est aussi une question de médicalisation. Il y a aussi les maladies neurodégénératives qui progressent, vous en avez peut-être parmi vos proches, dans votre famille, la maladie de Parkinson, Alzheimer, la sclérose en plaques, etc. Toutes ces maladies qui posent tout un tas de questions sur comment est-ce qu'on suit, on accompagne, on soutient les personnes qui souffrent de cette dépendance. C'est un vieux sujet qui est sur la table depuis longtemps et qui a fait l'objet déjà de votes de loi, de discussions, de rapports, mais ça continue. Et cet épisode dans les EHPAD actuellement, ce conflit social dans les EHPAD est l'un des soubresauts de cette évolution actuellement du vieillissement de la population. Est-ce qu'il y a un service minimum dans les EHPAD ?
Je ne saurais répondre à cette question très précise, Titanclume. Y a-t-il un service minimum en cas de grève? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai encore vu énormément de députés avec des portables à la main. Vous pensez qu'ils vont vraiment réussir à interdire ça? Alors, il n'a jamais été question d'interdire les portables dans l'hémicycle, bien au contraire. Bien au contraire, personne n'a jamais eu envie d'interdire les portables dans l'hémicycle. Tu confonds avec le Conseil des ministres. C'était sympa, mais là où on voit que les QAG sont importantes, mais ne suffisamment pas à débattre suffisamment sur les sujets très sensibles, EHPAD, Kyrgyzstan, etc. Perceval, oui, je rappelle que les questions au gouvernement ne sont qu'une heure, enfin c'est 2 fois 1 heure dans la semaine. Le reste du temps, les députés travaillent sur le fond de chacun de ces sujets. Rassurez-vous, hein, c'est pas. Là, vous venez de voir que pour ceux qui ne sont pas habitués à l'Assemblée nationale, les questions au gouvernement, c'est 0,5% du travail d'un député. C'est vraiment l'écume du travail parlementaire, c'est ce qui est le plus visible, c'est ce qui est le plus, je trouve, intéressant à commenter parce qu'on voit beaucoup de têtes, parce qu'on aborde beaucoup de sujets et que c'est en lien avec l'actualité, donc tant mieux. Mais le reste du temps, en commission, etc., les députés, je vous rassure, hein, ils vont au fond de ces sujets-là, ils travaillent sur le fond du fonctionnement des EHPAD, de leur financement et tout. Et donc je suis bien d'accord avec toi, Perceval. Au-delà de ça, c'est pas les QAG, c'est pas un débat en fait. C'est pas vraiment un débat les QAG, non, c'est vrai. C'est pas un moment où on débat, c'est un moment où on expose des opinions à travers des questions posées au gouvernement et que le gouvernement répond en présentant sa ligne. Les QAG ne servent pas à débattre sur le fond mais à alerter sur l'actualité et à demander des comptes au gouvernement. Voilà, exactement Jennifer. Exactement. Et c'est un bon exercice les QAG, c'est un exercice qui est très décrié, je sais, par l'opinion publique. Il y a même des députés qui s'en plaignent parce qu'ils trouvent que c'est la foire, que c'est le sketch, que c'est le théâtre, etc. C'est peut-être pas complètement faux. Ceci étant, je continue à défendre les QAG parce que je pense que c'est un exercice très intéressant. Politique, au sens parlementaire du terme, quoi. C'est un beau moment d'échange, on pose les choses, on dit les choses et tout. Et bref, on pourrait en parler pendant des heures, on en avait parlé pendant les auditions là, à l'Assemblée nationale, j'en avais parlé avec des députés et tout, et c'est intéressant. C'est intéressant. Concernant le fait turc, qu'est-ce qui gêne sur le sujet militaire avec la Turquie? Sujet compliqué, mais je t'explique en gros. Dans la zone irako-syrienne, il y a les grands méchants qui s'appellent Daesh. Okay, Daesh, c'est des terroristes, ils sont pas gentils. Contre Daesh, il y a une coalition qui se bat, notamment les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, etc. Sur le terrain, il y a des gens qui aident cette coalition à se battre contre Daesh, et ces gens-là on les appelle les Kurdes. Les Kurdes c'est un peuple qui n'a pas d'État, puisqu'il est, c'est un peuple qui historiquement est divisé entre la Turquie, l'Irak et le nord de l'Afghanistan. Non, le sud de l'Iran. Attends. Merde, j'ai un doute. Peu importe. Voilà. Et ces mecs-là, les Kurdes, en tout cas pour ceux qui sont en Turquie, sont organisés autour d'un parti politique qui s'appelle le PKK, que le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan en Turquie considère comme terroriste. Donc les Kurdes se sont fait des copains en luttant contre Daesh sur le terrain, mais la Turquie continue à considérer que c'est pas des copains. Et là la Turquie est en train de les attaquer militairement sur le terrain, et donc se pose la question du soutien de la coalition internationale vis-à-vis des Kurdes. Je suis désolé, c'est très mal expliqué. Alexandre, vous l'aurez expliqué bien mieux que moi. mais voilà, c'est hyper intéressant la question kurde. À quelle occasion on en avait fait un... Je crois qu'il faut retourner voir les trucs qu'on avait fait. Donc voilà, vous voyez un peu la carte météo. Hein. La Turquie, tout là-bas, je suis pas assez grand pour vous la montrer, mais la Turquie tout là-bas. Et en gros, voilà, les Kurdes sont dans toute cette région-là. Donc on est sur l'est de la Syrie, le nord de l'Irak, tout l'est de la Turquie et une partie de l'Iran derrière. Voilà, et donc c'est là que se trouvent les Kurdes. Et voilà. Mais il y a plein de questions sur les Kurdes parce que voilà, il y a les Kurdes, il y a le PKK, il y a en fait les Kurdes syriens, les Kurdes turcs et les Kurdes irakiens qui sont pas tout à fait les mêmes, qui s'organisent pas de la même manière, etc. Donc sujet compliqué. Donc voilà. La régie est en feu. Ouais, non, mais c'est Sylvain qui est surmotivé. Donc voilà, j'ai essayé de te répondre, sachant que donc l'attaque d'Erdogan contre les Kurdes est récente, qu'elle a provoqué une large levée de boucliers, qui a fait réagir beaucoup de monde, notamment par exemple en France, la France Insoumise, mais c'est pas les seuls qui se sont plaints de cette attaque d'Erdogan en disant que c'était intolérable de s'en prendre comme ça aux combattants kurdes qui par ailleurs sont de notre côté contre Daesh. Et donc des questions au gouvernement sur que faites-vous pour condamner Erdogan. Et la semaine dernière et cette semaine, Jean-Yves Le Drian, donc le ministre des Affaires étrangères, a défendu... j'allais dire a défendu Erdogan. Non, c'est pas tout à fait ça, c'est plus compliqué que ça. Mais en gros, il défend le droit de la Turquie à défendre son territoire, y compris contre les Kurdes.
On est dans de la diplomatie, hein, c'est très... Et que c'est pas les gentils contre les méchants. Ah non, ça c'est sûr, c'est pas les gentils contre les méchants. C'est plus compliqué que ça. Beaucoup plus. Mais je pensais que la carte permettait de situer un peu, parce que dans cette zone-là, on ne connaît pas vraiment les frontières, qui est à côté de qui, donc c'est important. Mais merci pour la carte, oui, effectivement. De voir. Moi le premier d'ailleurs, j'y connais rien. Mais n'hésitez pas à lire les articles dans la presse que vous lisez sur les Kurdes, leur organisation. Récemment, il y a eu un référendum sur les Kurdes d'Irak, etc. C'est extrêmement intéressant. Le Kurdistan, tout ça. Aucun pays là-bas n'est pour un Kurdistan. Effectivement, si tu parles d'un grand Kurdistan autonome, indépendant, etc., il n'y a pas beaucoup de pays qui le souhaitent. Mais les Kurdes eux-mêmes sont pas... Enfin bon, bref. Du coup, ils sont où les gentils, ils sont où les méchants de cette histoire? Eh ouais, je suis désolé, Célan. Malheureusement, ce serait bien s'il y avait des gentils et des méchants dans l'histoire. Ce serait bien si tout n'était qu'une question de puits de pétrole. Ce serait bien. Mais c'est pas le cas. Bon, chers amis, Pays de Galles indépendant, oui voilà exactement. Chers amis, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain donc pour la reprise des questions d'actualité au gouvernement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien. Et le Conseil des ministres? Pardon, le Conseil des ministres demain midi effectivement. 13h. On commence à 13h donc pour le commentaire en direct de la conférence de presse de sortie du Conseil des ministres. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, merci d'y avoir participé, gros bisous et on se retrouve soon. Générique, fin d'émission, ciao ciao, bisous. À demain.